Midi à tous. Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, bienvenue sur France Maghreb 2, ravi de vous retrouver pour votre émission de référence, le Grand Forum tous les jours du lundi au vendredi de 16h à 18h, c'est parti, voici le programme. Nous allons parler de cette fin du port du masque dès lundi dans les transports, dans les trains, les TGV, mais aussi les avions de l'Union Européenne, des aéroports. Est-ce le bon moment ? On se posera la question, on en débattra. Direction Marseille, où il y a une flopée de violence et pourtant le président de la République, on s'en souvient, en septembre dernier, était parti annoncer pas mal de changements sur Marseille, en tout cas pas mal de propositions, quelques enveloppes budgétaires. Quand violence rime avec inaction du côté de Marseille, ça continue davantage des zones de non-droit. Il en existe aussi dans les quartiers nord. On en reparlera avec vous tout à l'heure. Et puis, élection législative, quand les parachutés deviennent de plus en plus nombreux et qui concernent d'ailleurs tous les partis sans exception. Faut-il les sanctionner, ces fameux parachutés ? On y reviendra avec vous ensemble sur France Maghreb 2 avec vos appels. Bien entendu jusqu'à 18h au 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. C'est le numéro du bonheur, le numéro de la libertad. Bienvenue dans le Grand Forum, présenté par Christophe Rowe. Le Grand Forum. Avec aujourd'hui à mes côtés Assia Meda, vice-présidente du PRG. Bonjour Assia. Bonjour Christophe. Comment Bonjour ça à va ? tous. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Effectivement. Oui, bon, toute neuve ou presque. Presque. Bienvenue à toi Assia en tout cas. Merci. Nabil Sama, comment ça va mon Nabil ? Et toi Christophe ? Ça va super, comme d'habitude. Nabil Sama qui est notre lauréat des talents de cité. Hein, et aussi qui est journaliste. Alors, c'est quoi ton truc ? JRI, journaliste, réalisateur d'images. Journaliste réalisateur d'images. Voilà. Donc, tu pourras aller filmer Assia si besoin. Tout à fait. Voilà, plaisir. si besoin. Je fais un petit clin d'œil. Voilà. Alors, on va en parler dans un instant de cette fin du port du masque. J'ai envie de dire tant mieux. On va enfin commencer à souffler. Mais pour l'heure, on va accueillir Lily qui est avec nous. Bonjour Lily. Bonjour à tous. Comment ça va ? Ça va très bien. Ouais, t'es très décontracté, ça se voit. Énormément. Ouais. Oui. Alors Lily, tu es une parent d'élève. Tout à fait. Et tu es une volontaire en partance vers le Sénégal. Explique-nous tout, Lily. Alors, donc bonjour à tous. Donc c'est Lily, donc bénévole au groupe scolaire Sainte-Louise de Marillac. Donc nous menons une action humanitaire avec l'association Cœur du Monde, donc au Sénégal dans le village de Ziguinchor. Donc nous avons besoin de votre aide pour financer un dispensaire de soins et des structures sportives. Ouais. Donc, je vous invite à aller sur le site internet Cœur du Monde. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires sur le lien P1, P3, Sénégal, Ziguinchor. Donc, Cœur du Monde s'associe au projet porté par le lycée Jeanne La Lorraine, mission humanitaire au Sénégal. C'est un lycée collège qui se trouve au Raincy. Donc, depuis 2012, les élèves du lycée ainsi que les enseignants organisent des missions humanitaires dans le but d'apporter leur aide aux plus démunis. Le but pour ces élèves est de promouvoir la personne dans sa dimension humaine et spirituelle. Ouais. Donc, projet mené par Monsieur Badji, qui est le CPE de cet établissement. Et donc, toutes les causes sont nobles. Nous sommes à 6 semaines du départ. Donc nous partons avec des enseignants, les élèves, des volontaires. Ouais. Voilà. Ouais. Donc nous avons une soirée, donc tout se trouve sur le lien et sur la page Facebook du groupe scolaire Sainte-Luce de Marillac. Et bientôt, donc le samedi 21 mai, nous faisons une soirée de bienfaisance Sénégal 2022 avec... voilà. C'est où la soirée ? Alors, la soirée de bienfaisance se trouve... Alors, dans le salon de réception de restaurant Le Chalet, 13 avenue de Livry, au Raincy. Très bien. Donc, c'est au tout Raincy. ce lien sera de toute façon sur le site de l'établissement groupe scolaire Sainte-Louise de Marillac.
Très bien, Voilà. bah écoutez... Donc, c'est un appel aux dons et par avance, merci. Pour vous aider, évidemment, voilà. Et merci pour réaliser ce beau projet. On rappelle, Tout à c'est fait. pour la construction d'un dispensaire Tout à fait. et Donc, de structures sportives. tout à fait, Ouais, exactement. au Sénégal, Tout à fait. qui est un beau pays, Voilà, en Casamance. ouais, que vous connaissez bien. Oui, Oui. j'ai eu l'occasion d'œuvrer avec, de faire des œuvres avec une autre ONG, Muslim Hands. Ah oui, Donc, qu'on connaît bien. voilà, Qui est, Muslim Hands oui, qui est- Muslim Hands, qui est un de nos partenaires Voilà. humanitaires, Voilà, bien sûr. super. Donc j'ai déjà été avec eux. Aujourd'hui, c'est une nouvelle aventure avec le groupe scolaire Sainte-Luce de Marillac. D'accord, Voilà. ok. Eh ben écoute, bravo en tout cas pour ce que tu fais, Lily. Merci. Parents d'élèves volontaires Tout à fait. pour partir au Sénégal. Donc on rappelle une dernière fois le site. Alors le site, c'est www.groupescolaire, le petit trait Sainte-Louise, dm.com, où on met tout simplement groupe scolaire Sainte-Louise de Marillac et on le trouve auRincy. Très bien. Facilement Eh sur ben les écoutez, bancs. merci en tout cas Lily Merci de d'être nous venue recevoir nous en et parler. merci à France Maghreb. Bah, avec Merci grand sincèrement plaisir, Lily. du fond du cœur. À bientôt. À bientôt. Toi, ça s'est bien passé. Oui, finalement, oui, Finalement, mais avec ça va. des gouttes de sphère, mais ça va. Ben au ça top, au va, top. c'est que de la super. radio, il y a 3 personnes qui nous écoutent, tranquille, ça va. Merci infiniment. Alors là, on part avec des lycéens. Donc, Ah, d'accord. voilà, les bacheliers, ceux qui. D'accord, après le passent bac alors. Tout à Ouais. fait. Après le bac, ouais. Tout à fait, voilà. Le bac qui sert plus à grand chose d'ailleurs. Hein. Si. Ah bon Il, Bah, va les se- nou- il va servir à œuvrer pour les bonnes causes. Non mais C'est d'accord, déjà- mais vous avez vu la nouvelle réforme, c'est n'importe quoi. Ouais, ça c'est. Hein On commençait, je me rappelle à l'époque, par l'épreuve de philo. Philo. Maintenant, on termine par le philo. Hein C'était un peu la spécificité d'ailleurs du bac français de commencer par la philo. Maintenant, c'est devenu n'importe quoi. C'est 40% de contrôle continu. D'ailleurs, ça a démarré hier. On peut se poser la question, à quoi sert le bac? À quoi va-t-il servir? Est-ce qu'il est encore, est-ce que c'est encore un diplôme reconnu, qui vaut quelque chose? Voilà. On peut se poser la question, sincèrement. Merci, monsieur Jean-Michel Blanquer. Merci Lily, en tout cas. Alors, Merci Rizlen. le masque, vous savez ce truc là qu'on a sur la tête depuis 2 ans maintenant, dans les transports, partout, ça s'est un petit peu allégé, sauf que notre ministre de la Santé, il est encore ministre pendant peut-être 24 heures, pas plus, ministre de la Santé nous a annoncé qu'à partir de lundi, youpi, on retrouve la liberté, on va pouvoir regarder par exemple le beau sourire de Asia. La stratégie qui est la nôtre depuis des mois, c'est-à-dire on met des mesures de freinage lorsqu'il le faut, lorsque c'est nécessaire, lorsque ça monte et qu'une vague est en cours, et on relève progressivement les mesures de freinage à mesure que les contaminations diminuent. Et il pourrait, à l'inverse, revenir le masque, c'est-à-dire vous ne vous interdisez pas la possibilité, on verra si vous êtes encore ministre, mais d'éventuellement, s'il y a à nouveau un pic à l'automne, par exemple, de pouvoir remettre le masque obligatoire. Bien sûr, ça peut arriver, je ne le souhaite pas évidemment, je souhaite qu'on soit libéré de ce Covid. Mais si j'écoute les spécialistes français internationaux, ils nous disent qu'il y aura d'autres variants qui apparaîtront. A priori, ils seraient plutôt issus, ce seraient des cousins germains du variant Omicron, c'est-à-dire que notre protection collective resterait forte et donc nous préserverait de vagues intenses. À l'inverse d'ailleurs de ce que vous voyez en Asie et notamment en Chine, qui ne s'en sort pas aujourd'hui, qui est obligé de confiner les villes entières pendant des semaines parce qu'ils n'ont pas eu la même couverture vaccinale que nous, ils n'ont pas été exposés aux variants précédents comme nous, et donc le variant Omicron là-bas provoque des dégâts qui sont considérables. Merci à Pauline de Malherbe de nous mettre le cafard quand il y a une bonne nouvelle à annoncer. Est-ce qu'on va être obligé de leur mettre de masque? Non, Apolline, reste chez toi si tu veux. Voilà. Alors, est-ce que c'est le bon moment? C'est la question qu'on se pose, Asia. Le masque, la fin du port du masque. Alors, je précise que ça concerne les transports, le métro, les trains, mais aussi les avions de l'Union européenne. Et les aéroports également. Alors sachez que dans les aéroports français c'est déjà le cas, on n'a plus besoin de porter le masque. Mais dans les avions, à bord des avions dans l'espace européen, c'est terminé à partir de ce lundi. Youpi, libération, Asia ou pas? Est-ce que c'est le bon moment? Écoute, je pense qu'il est temps. S'ils le font et s'ils le décident, c'est que les chiffres sont suffisamment bas pour pouvoir se le permettre. C'est vrai que c'était quand même étonnant d'avoir des règles comme ça différentes. Moi, d'ailleurs, j'oubliais souvent de le mettre en prenant le métro. Les gens me regardaient un peu bizarrement et je comprenais que finalement, j'avais oublié de mettre mon masque. Ouais, mais on voit plus nos tronches depuis 2 ans, quoi. C'est ça. Ça rend service pour certains. Oui, c'est vrai. Alors ça épargne certaines odeurs, par contre. Je C'est dois le vrai, dire. tout à l'heure en venant en métro, j'étais contente de l'avoir, effectivement. Ah oui? Oui, c'était un peu cette incohérence de ne pas l'avoir dans des petites surfaces et en même temps de l'avoir dans les transports en commun ou dans le métro. Donc finalement, effectivement, c'est une bonne nouvelle. Après, je pense qu'il faut que chacun prenne aussi ses responsabilités. Dans certains pays, d'ailleurs, le masque, on le portait déjà avant le Covid. Et donc, quand on se sent un peu malade, je pense qu'on peut aussi diminuer les contaminations en le portant. C'est un peu un geste
de responsabilité de pouvoir le porter. Voilà, donc je pense que c'est une bonne nouvelle. Maintenant, soyons vigilants et je pense qu'effectivement, on n'est pas à l'abri de pouvoir le reporter à la rentrée. Alors, je vais pas être négative. On annonce des nouveaux variants pour l'automne prochain, visiblement. Même Dave Frécy, d'ailleurs, le président du conseil scientifique, dit à demi-mot que c'est peut-être un peu prématuré que de faire baisser le masque dans les transports en commun, lieu de brassage intense, évidemment, que ce soit dans les métros, dans les trains, dans les RER, où nous sommes pour la plupart du temps serrés, mais avec la remontée des chaleurs, c'est quand même mieux. Alors, fin du port du masque, oui, mais il est recommandé pour celles et ceux qui souhaitent le mettre, Nabil. Alors, comme je l'ai dit précédemment dans tes émissions, lorsqu'on abordait ce sujet, lorsqu'il y a une problématique médicale, effectivement, si c'est pour protéger, moi je suis pour. Hein. S'il y a des personnes qui ont des problèmes au niveau, on appelle ça déprimé, immunodéprimé. Voilà, tout à fait. Je pense que Sensible, ouais. je pense qu'il faut faire preuve de bon sens mais maintenant pour des personnes qui n'ont pas de problème de santé et qui veulent retrouver un peu cette liberté sur cet espace public, moi je suis pour. Moi, ça m'a toujours interrogé d'annoncer une date butoir pour annoncer la fin du masque. À partir du moment où on l'annonce et qu'on peut le faire tout de suite, pourquoi attendre lundi, par exemple, pour faire tomber le masque? Le ministre aurait pu très bien nous dire, à partir de demain, par exemple, c'est terminé, on fait baisser le masque. Je vois pas qu'est-ce qui peut prendre du temps pour préparer les gens et à donner une date butoir. Ça, c'est l'exercice du pouvoir, c'est tout le traité administratif. N'oublions pas que nous sommes électoraliste ou pas? La question peut se poser. C'est trop ça. Non, là, je pense pas parce que ça y est, c'est. Il y a les législatives quand même, hein, Nabil. Oui, mais en tout cas, la vraie peur du gouvernement actuel, de la majorité présidentielle, c'était vraiment la présidentielle. Là, je pense pas que ça va se jouer là-dessus. Sinon, ça serait joué sur les présidentielles. Alors, moi, je pense que c'est plus un point de vue administratif. Voilà, c'est plus l'État, la manière de. Il faut toujours du temps de toute façon. Ouais. Alors, j'ai envie de vous demander à titre personnel, vous, est-ce que vous allez le baisser le masque ou alors est-ce que vous allez le conserver, Assia? Dans les transports. Je te l'ai dit, si effectivement, à titre personnel, si j'estime ne pas être un malade, je vais éviter de contaminer les gens qui sont autour de moi. Je t'ai dit, dans certains pays, d'ailleurs en Asie, ils le portent systématiquement. En Asie, c'est hyper strict. Hein. Voilà, après je pense que c'est la responsabilité de chacun. Après moi, effectivement, dès que je peux le retirer, je le retire, j'avoue. Je trouve que on a tellement perdu en termes d'interaction avec les autres. Je vois très bien à l'école avec mes enfants, c'est un vrai bonheur. Oui, moi, ma dernière qui a connu finalement le masque, elle est en CP, mais pour apprendre, pour échanger avec les copains, elle a découvert effectivement le visage de la maîtresse, le visage des amis, des copains, de l'école. Donc c'est vrai que c'était une vraie libération et je pense que on a tous besoin finalement. Après, je pense que c'est la responsabilité de chacun. Si à un moment donné, on est sensible, on a des maladies, on est en ALD, vaut mieux le porter pour se protéger. Ouais, effectivement. Alors, tu parlais à juste titre des enfants qui, en plus, dans une classe de CP, si je ne m'abuse, et si je fais appel à mes souvenirs très lointains, le son, c'est très important de voir sur les lèvres. Sur les lèvres, et chose que ne pouvaient plus faire les enfants. Et ça a occasionné quelques problématiques, notamment pour les enseignants, en l'occurrence au CP, qui est une classe très importante, Nabil. Oui, c'est vrai que c'est toujours compliqué pour des jeunes, déjà pour des adultes, de s'adapter à ces conditions sanitaires. Alors imaginez pour des enfants, effectivement, où encore une fois de plus, je parle de liberté. L'école, c'est une place, de l'espace public d'émancipation et de liberté. Et effectivement, c'est assez restrictif, on va dire, un masque. Hein. Alors, venez nous en parler, vous, 01 40 33 9000. Peut-être vous, usagers des transports en commun ou des avions pour partir en vacances, terminer visiblement le port du masque. Alors, ça concerne l'Union européenne, je précise, pour ceux qui vont peut-être dans d'autres pays, dans d'autres continents, le masque peut rester obligatoire à bord de certains avions, de certaines compagnies. Je sais que les Américains, par exemple, ont fait tomber le masque depuis quelques semaines, par exemple, à bord de leurs compagnies aériennes. Est-ce que vous allez quand même le garder à titre de précaution ou est-ce que vous êtes, en l'occurrence, ravis, tout le contraire, donc ravis de faire baisser le masque? 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. Il manque quelqu'un sur le plateau. Aujourd'hui, c'est Kauter Ben Mohamed. C'est pas de sa faute, mais c'est la faute de la SNCF. Si elle est en retard, puisque son train a 70 minutes de retard. Donc merci la SNCF, c'est sympa. Quand on vient de Marseille, c'est le bordel. Donc Kauter Ben Mohamed,
normalement devrait être là avant 18h. On l'espère en tout cas. Pour l'instant, elle est toujours dans le train. Donc elle arrive tranquillement et elle pourra venir nous parler notamment de Marseille, ville qu'elle connaît bien puisqu'elle est, je le rappelle, présidente de Marseille en colère, association qui avait été créée à la suite de l'effondrement des immeubles rue d'Aubagne à Marseille. C'était, je crois, en 2018, si mes souvenirs sont bons. Voilà, sur France Maghreb 2, on est de retour très vite avec donc le masque. On le fait tomber, ça y est, ça a été annoncé par Olivier Véran hier, confirmé ce matin chez Apolline de Malherbe qui est de travers. On en parle avec vous. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que vous êtes prêt à le faire tomber, ce masque? Est-ce que vous êtes prêt à revoir le visage de certaines personnes? Oui, parce que c'est vrai que dans le métro, dans les trains, on voyageait finalement avec des inconnus. On ne voyait pas leur visage. Pour moi, ça me posait aucun problème, en l'occurrence. J'étais tranquille, mais je sais que voilà, le sourire des gens, ça peut peut-être éviter quelques conflits parfois. Avec le masque, on pouvait pas le voir. Eh bien, est-ce que vous venez nous dire un petit peu comment vous appréhendez ce lever du masque, ce lever du port du masque obligatoire? 01 40 33 9000. Notre société est bien capitaliste, la preuve, la pub. Assia Medal est là, vice-présidente du PRG avec nous sur France Maghreb 2. Comment va le PRG d'ailleurs? Il va bien, Ouais. il va bien, on prépare les législatives. Vous n'êtes pas mort comme les socialistes? Non, nous on Vous s'est avez pas pas vendu, sauvé- on vous s'est êtes pas pas vendu pour quelques circonscriptions. Ah ouais, on n'a pas vous vendu faites pas notre partie de parti. l'accord de la NUPS? Eh bien non, on a des Ah. candidatures indépendantes qu'on va annoncer d'ailleurs ce week-end. Et votre président, c'est Guillaume Lacroix. Guillaume Lacroix. Voilà, Guillaume Lacroix, effectivement. Et quand on pense PRG, on pense à Une équipe Madame de foot. Taubira. Ah, je rigole. Non, Taubira. Exactement. Oui, c'est ça. Madame Taubira va-t-elle bien? Écoute, Elle se remet je ou pense pas? qu'elle se remet. Après, je n'ai pas de contact direct, mais oui, elle se remet. C'est une femme courageuse qui était prête à faire l'union. Elle n'a pas réussi à le faire. On n'a pas réussi à le faire et on en voit aujourd'hui le résultat des présidentielles catastrophiques pour les partis, le PS et ELV, qui ont fait moins de 5%. Donc c'est inquiétant, c'était prévisible. Chacun a voulu défendre sa maison pensant que voilà, ils allaient pouvoir le faire. Et aujourd'hui, comme tu dis, la fin peut-être sûrement du PS, peut-être la fin de LV au profit de NUP. NUPS. En tous les cas, nous, on ne s'y retrouve pas et donc on a refusé de faire partie de cette aventure. Donc vous y allez en Manière présentant vos indépendante. candidats. Vous allez être présent dans Exactement. toutes les circonscriptions ou pas? Écoute, on va essayer de l'être. On n'y sera pas, sachant que on a quand même beaucoup de personnes qui nous rejoignent, notamment certains dissidents. On en parlera peut-être tout à l'heure avec les parachutages. Oui. Mais voilà, en tous les cas, beaucoup de gens se rapprochent de notre parti parce qu'ils ne se reconnaissent pas non plus dans le programme porté par NUP ou NUPS. Je ne sais pas si tu prononces le S. Oui, En on tous les prononce cas, le S. voilà, donc nous, Parce que on le social, c'est représente, important quand même. Ouais, nous, on représente la gauche du réel. C'est l'Union républicaine. populaire, écologiste et sociale. Alors, nous, c'est la Écologique gauche et du sociale. réel, républicaine, européenne, écologiste et laïque. Ah ouais, bon, ça fait rêver. Hein. Ouais. Ça fait rêver. Nabil Sama est avec nous aussi sur France Maghreb 2 et vos appels au 01 40 33 9000 pour nous donner un petit peu votre avis sur la levée du port du masque terminée. On le rabat, on le range dans la sacoche, dans le sac. Le masque, celui qui nous a accompagnés pendant plus de 2 ans, celui qui nous a empêchés peut-être de séduire pour certains, hein, parce qu'il n'y avait pas... Bah oui, attendez, c'est vrai, non? Quand il n'y a pas le sourire, il n'y a pas le... Bon, si, il y avait le regard quand même. Hein, on n'a pas masqué les yeux, heureusement. Mais dans la séduction, tout est dans le regard, Christophe. C'est vrai. Pour les aveugles, c'est très emmerdant par contre. Dans le sourire. Et en tout cas, voilà, 01 40 33 9000 pour nous dire si vous êtes ravi ou pas de faire tomber le masque, pour nous dire si vous allez le faire tomber avec plaisir ou au contraire si par peur, parce qu'il y en a aussi qui souhaitent le maintenir, le garder, parce qu'ils ont toujours peur, évidemment, d'attraper ce fichu virus qui n'a pas totalement disparu. C'est vrai que la pression hospitalière a fortement baissé, mais que nous sommes dans une période où les températures remontent de manière anormale d'ailleurs. Ça, c'est un autre sujet, un autre débat. Mais pour le coup, visiblement, on est un peu épargné pour l'instant de ce virus, alors que la situation, Nabil, à Pékin, par exemple, en Chine, est catastrophique. On a confiné, reconfiné. La science-fiction, ce qui se passe. C'est absolument incroyable ce qui se passe dans ce pays.
Véran nous disait tout à l'heure, on l'écoutait, parce qu'ils n'ont pas eu la chance, dit-il, d'avoir une stratégie vaccinale comme on a eu la chance d'avoir ici. Tu penses que c'est vrai ? Je suis pas sûr, moi. Je pense que c'est pas le même, c'est pas le même process. Hein. C'est pas le même peuple, c'est pas le même pays, c'est pas la même gouvernance. Et voilà. Pourtant, l'Asie a été très précautionneuse vis-à-vis de ce virus. Pour avoir voyagé dans quelques pays, en Asie, c'était très strict et ça le reste encore dans certains pays d'Asie. Hein. C'est après, très compliqué. je trouve que ça donne pas assez de recul. Hein. C'est toujours plus facile de se comparer, voilà, d'enfermer les citoyens dans une dualité. Voilà. Soit en fait, en nous parlant du Véran, en fait, c'est une stratégie qui met en place en opposant ce qu'il y a de plus pire dans la société humaine. Effectivement, la gérance civile chinoise, ça n'a rien à voir. Moi, j'aurais aimé qu'il parle peut-être de pays plus proches en Europe. Des exemples peut-être, voilà, un peu moins timorés, parce que déjà il apporte pas de réponse à ce qui va se passer, parce que la vraie réponse, est-ce qu'on va être reconfiné ou est-ce que c'est, voilà, comme tu disais tout à l'heure, voilà, est-ce qu'on va, parce qu'il expliquait effectivement qu'il allait y avoir les professionnels de santé disaient qu'il y avait des cousins variants. Juste le mot cousin variant, je trouve ça aberrant. Des cousins variants d'Omicron, ouais. Voilà, d'Omicron, ça c'est juste pour moi c'est aberrant d'entendre ça. Et la vraie question que se posent beaucoup de Français, c'est une fois que tout ça va passer, voilà, la présidentielle, législative, est-ce qu'on va être reconfiné, est-ce qu'on va se remanger des variants en fait, la vraie réponse que j'aurais aimé de Véran, c'est ça. Ouais, bah pour l'instant, il est dans l'incapacité de le dire. Hein. Ouais, moi peut-être, parce que pour aller dans ton sens, à un moment donné, moi j'aurais aimé aussi qu'on fasse un retour d'expérience, tu vois, de ce qui s'est fait, de cette politique. Est-ce qu'on peut faire le bilan calmement ? Oui. Justement, enfin, normalement, un politique, là, dans le cadre du bilan, puisqu'on va avoir un nouveau gouvernement, on aurait pu aussi, à un moment donné, ils auraient pu reconnaître peut-être des erreurs. Beaucoup d'amateurisme, moi je l'ai quand même suffisamment dénoncé. On sait qu'aujourd'hui, est-ce que c'est une mesure effectivement électorale ? On sait que l'année dernière, ils avaient aussi un peu relâché les choses en obligeant un peu les gens aussi à se faire vacciner donc l'été. Et puis pour autant, en octobre, on s'est retrouvé dans une situation compliquée. C'était UPS quand même cette gestion du... C'était fou. Exactement. Alors, au début, on pouvait être un peu indulgent en se disant... d'ailleurs, tous les partis l'ont été. Ils ont été indulgents. On a tous travaillé ensemble parce qu'on ne connaissait pas cette maladie et ce virus. Cependant, 2 ans, 3 ans après, on ne sait toujours pas. 3 ans déjà après. Et je suis pas sûre que, tu vois, si demain se représente effectivement une épidémie, une pandémie de ce type, on soit pas tout autant désemparés. On a vu que les lits de réa n'ont pas augmenté. Au contraire, on l'a fermé. Voilà. Donc en fait, toute cette stratégie de santé, moi j'attends. Alors en plus, je suis un peu sensible sur ce sujet parce que j'y travaille au ministère de la Santé. Donc j'attends de voir aussi quelle stratégie le nouveau ministre de la Santé va peut-être annoncer pour ce quinquennat. On a parler un peu de santé, un peu de dépendance. Donc moi, j'attends de voir aussi, avec le nouveau gouvernement qui sera annoncé sûrement en début de semaine prochaine, voilà, quelle politique ils vont pouvoir porter. Je rappelle, les noms qui circulent pour être Premier ministre, c'est 2 femmes. Ouais. Audrey Azoulay et également Marisol Touraine. Voilà, je sais pas. Après, peut-être la surprise du chapeau d'Emmanuel Macron. Et pourtant, Nabil, le gouvernement français, le président se targue d'avoir eu une bonne gestion de cette épidémie et d'avoir pris les bonnes décisions au bon moment. À quel prix Que dire de ça ? Oui, à quel prix, à quel moment Par exemple, au niveau des écoles, la France dit qu'on a été un des pays à avoir le moins fermé les écoles. Oui, mais c'est toujours facile de s'auto-congratuler. Moi, j'aimerais qu'on fasse une vraie comparaison, comme tu disais tout à l'heure, un vrai bilan. Avec en plus les décisions se sont prises dans des pays membres de l'Union européenne. C'est toujours plus facile de parler de la Chine ou de parler d'autres pays, mais il faudrait vraiment qu'on fasse une comparaison au sein des décisions qui ont été prises unanimes, parce qu'il y a une uniformité des décisions qui ont été prises au niveau. Tu as raison, tu soulèves un problème parce qu'on nous parle effectivement de l'Europe, de cette Union européenne, et pourtant il n'y a pas une stratégie européenne. Parce que moi j'ai été très proche, parce que voilà, j'ai fait partie de ces Français qui ont beaucoup œuvré. Dès la première vague, voilà, moi j'ai mis mon studio de création à disposition. On a créé des masques, on a créé des centaines de milliers de casques, d'espaces Covid. On a travaillé notamment avec beaucoup de médecins, beaucoup de structures médicales. Et
moi, la première chose que j'ai pu voir, c'est des professionnels de santé s'organiser par eux-mêmes et créer une forme de résistance sanitaire. Et ensuite, là où il y a une débâcle, là où il y a eu un souci, c'est lorsqu'on a été confronté aux décisions de l'ARS. Et on le sait, l'ARS, c'est l'État. Et là, moi, j'ai vu des médecins complètement désemparés. Ils ne savaient plus où aller, ouais, ce que je veux dire. Et après, ce qui s'est passé aussi, la deuxième débâcle, Christophe, je pense que tu es d'accord là-dessus, on en a débattu, c'est que lorsque l'opinion publique, les Français, nos concitoyens, sont aperçus que, voilà, ils ont été bêtes et disciplinés, ils se sont vaccinés et ils se sont aperçus qu'en fait que la première, deuxième, troisième dose de vaccin ne les empêchait pas d'attraper le virus du Covid. Oui, donc là, c'est toutes ces questions. Ça permettait quand même d'attraper la version grave. Donc là maintenant, ce que j'ai pu analyser tout à l'heure de Véran, c'est qu'il expliquait l'immunité collective, alors qu'il était contre. Il aurait été pour. Il nous aurait pas fait vacciner dès le début. Dès le début, ouais, ce que je veux dire. Donc c'est tout ça. On se serait pas confiné. Ouais. Mais oui, tu sais, pour en revenir à ce que tu disais, Christophe, quand on dit qu'effectivement on est peut-être l'État ou le pays qui a le moins fermé les écoles, peut-être. C'est il le faut gouvernement se rappeler, et le président qui se targuent de cela. Il faut se rappeler que, les directeurs ont été. Moi, je suis parent d'élève aussi. J'ai 3 enfants. J'ai présidente de parents d'élèves. On a souvent été informés le jour J. On vous a pas assez entendu les parents d'élèves. Moi, en tous les cas, je l'ai fait, mais avec une autre casquette. Ce que je veux dire, c'est que moi, je suis aussi curieuse de voir les impacts sur les apprentissages, sur le niveau des enfants, parce qu'une fois de plus, je pense que ça a creusé les disparités territoriales. Tu vois, j'évoquais tout à l'heure, moi, j'ai une fille qui est en CP et qui a appris à lire. J'ai encore, entre guillemets, j'habite Paris. Voilà, je suis plutôt privilégiée. Non, mais après, moi, tu sais, j'ai conscience aussi de ça. Mais tu vois, au-delà du jour de présence à l'école, moi, je souhaite aussi avoir un bilan et un retour sur les apprentissages et sur le fait que est-ce qu'il y a eu des impacts ou pas, et on le sait tous. Moi, je me souviens dans les évaluations qui ont été faites, ils se targuaient aussi de voir que les évaluations étaient pas si mal que ça, mais c'est pas l'année d'après qu'on s'en aperçoit, c'est sur la durée. Donc voilà, moi j'aimerais qu'on puisse aussi nous donner des chiffres sur les personnes, les dommages un peu collatéraux finalement de ce Covid, les personnes qui n'ont pas pu se faire opérer, les cancers qui n'ont pas pu être pris en charge à temps, toutes ces déprogrammations vous êtes au courant ou est-ce que vous êtes au courant qui ont été faites. Ça a été classé secret défense. Non mais c'est vrai, vous n'êtes pas au courant. Alors sachez une chose, c'est que tout ce que l'opinion publique demande, effectivement, et c'est de notre droit, ça a été classé dernièrement secret défense. Et il y a une commission d'enquête, et en fait c'est le Conseil constitutionnel qui a quand même mis une requête. Il y a une commission d'enquête qui a été faite quand même pour que certains éléments puissent être ouverts. Mais sinon, ça a été classé secret défense. Ça m'étonne. Faut le savoir. Ouais. Alors, c'est vrai qu'on peut faire le bilan de cette pandémie, de cette gestion des pandémies, de la pandémie. Alors, c'est vrai qu'au départ, quand même, on peut peut-être épargner un peu le président et son gouvernement parce qu'on arrivait à faire quelque chose dont on ne savait rien finalement. Mais au fur et à mesure du temps, on a eu quand même des décisions qui ont été absolument incomprises par l'opinion publique. Et oui, tout à fait. Incompris. Et aussi, voilà, des décisions qui ont été, qui n'ont pas eu, qui ont eu du mal à passer dans l'opinion publique parce que c'était un petit peu j'avance d'un pas, je recule de 3 pas en arrière. Donc c'était ça en fait cette opinion. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est quand même que le gouvernement et le président le quoi qu'il en coûte, même si ça va nous coûter, en l'occurrence pas à nous, mais à nos enfants et pour c'est sur les générations futures. La dette qui s'est creusée davantage, le quoi qu'il en coûte a permis quand même de sauver beaucoup d'entreprises. Alors moi je suis pas d'accord là-dessus. Bah quand même. Je suis pas d'accord là-dessus parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le fonds qui a été débloqué, c'est un fonds d'urgence. Et quoi qu'il se passe, comme vous le savez, l'État français, c'est une subvention annuelle. Ouais, c'est le fonctionnement d'un process de l'État, c'est comme une association. Ce qui veut dire qu'à la fin de l'année, il faut qu'il y ait 0 €. On est d'accord. Avec toutes les aberrations que certains ministres... Voilà. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvrirai plus tard. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque année, il y a le budget est voté. Et dans ce budget est inclus un fonds d'urgence. Voilà, que ça soit une catastrophe naturelle, une catastrophe sanitaire ou économique. Et en fait, chaque année, on paye. Et en fait, ça a été payé. Et c'est déjà payé. Et le fait d'étaler ça sur plusieurs générations et d'endetter les futures générations, je trouve ça... Ça, c'est un autre sujet. Bon, en tout cas, il y a des restaurants qui ont gagné plus d'argent en restant fermés. Ah oui, bien sûr. Ouverts, oui. Voilà.
Mais oui. on peut le dire. Tout le monde en a profité, mais bien sûr. Bon, en tout cas, la seule bonne nouvelle, quand même, pour certains et pour beaucoup, je pense autour de ce plateau, c'est donc ce masque qu'on va pouvoir enlever dans les transports en commun. D'ailleurs, les masques qui n'étaient pas... juste pour rebondir par rapport à ce que tu disais sur les allers-retours, je rappelle quand même qu'au début de la pandémie... Le masque ne servait à rien. Exactement. Oui, c'est vrai. Parce qu'il n'y en avait pas. Pour le petit clin d'œil. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, dans certains pays, j'ai eu l'occasion d'aller en Autriche, par exemple, récemment, c'est le FFP2, obligatoire. Ici, ça n'a jamais été le cas. Masque, voilà, tissu, masque que tu gardais une semaine, enfin voilà, c'était n'importe quoi en fait. Ça n'arrivait pas à grand chose. Quoi qu'il arrive, eh bien, on arrête le masque, on lève le port du masque obligatoire, mais il reste quand même recommandé. C'est-à-dire pour les personnes qui souhaitent le garder, pour ceux qui ont un peu la peur d'attraper des différentes maladies. Voilà. En tout cas, on s'est retrouvé masqué pendant plus de 2 ans et on a vraiment hâte que ça se termine. Il va falloir attendre jusque lundi. Dans un instant, direction Marseille, quand violence rime avec inaction. Le clientélisme qui bat son plein à Marseille. On en reparle avec ces faits, évidemment, ces incidents qui se multiplient. Et d'ailleurs, une équipe de CNews qui n'a pas pu se rendre dans une des cités à la veille d'une émission organisée demain. Est-ce qu'il existe ou pas des zones de non-droit dans certains quartiers nord de Marseille? Amis marseillais, vous qui nous écoutez sur le 93.8, à vous de prendre la parole, vous qui vivez évidemment cela au quotidien. 01 40 33 9000. On se souvient pourtant que le président était venu avec beaucoup de projets, beaucoup d'actions et un peu d'argent. Promesses. Beaucoup de promesses, absolument. Et c'est pas le premier et c'est peut-être pas le dernier non plus. 01 40 33 9000, à tout de suite. Christophe sur France Maghreb 2. Merci d'écouter France Maghreb 2 et d'être avec nous et en direct sur votre radio avec Assia Meda qui est avec nous, vice-présidente du PRG sur France Maghreb 2, avec Nabil Sama aussi en notre compagnie. Bonjour à tous. Et nous, je le rappelle, Kauter Ben Mohamed qui devrait nous rejoindre d'une minute à l'autre puisqu'elle est dans le TGV direction Paris en provenance de Marseille, avec un retard de 70 minutes. Donc voilà, mais apparemment vous êtes habitués, si vous êtes usager de cette ligne Paris-Marseille. C'est le bazar complet. D'ailleurs, avec hier ou avant-hier, je crois, le dernier train n'a pas pu partir. Ou alors, non, il est parti avec une demi-heure d'avance. Donc les gens sont arrivés pour prendre leur train. Sauf qu'il était déjà parti. Donc la SNCF a été obligée de payer l'hôtel à tout le monde. À Marseille. Et les faire partir ce matin à 5h. Voilà, merci la SNCF, ça marche très bien en ce moment. C'est le top. Magique. Alors, direction Marseille, on entend beaucoup parler de Marseille dans l'actualité. Ces derniers temps, et ça fait un moment que ça dure maintenant, avec ces récents incidents très graves, et notamment ce parent d'élève venu chercher son fils à l'école qui a été poignardé donc par un individu. Ça s'est passé donc à proximité d'une école. Et on se rappelle également d'une violente rixe qui a eu lieu entre Nigériens du côté d'une cité marseillaise. Franchement, il y a vraiment un problème dans cette ville, particulièrement où la violence rime avec inaction, où les politiques n'ont fait que de défaite en défaite depuis des années, et on n'a jamais su régler le problème. Assia, Meda, Marseille, qu'est-ce que ça t'évoque ? Bah écoute, en effet, c'est Marseille sous une mairie de droite et aujourd'hui de gauche. On se rend compte que les problèmes sont les mêmes, n'ont pas été réglés. J'ai l'impression que on a un peu caché sous le tapis la réalité, même si certains, d'ailleurs que j'ai pas entendu, Samia Ghali, qu'on a beaucoup entendu, qu'on entendait beaucoup, qui était prête même à faire intervenir l'armée, ouais. On se souvient. Là, je l'ai pas entendu, mais c'est vrai qu'elle se faisait une joie aussi de recevoir le président de la République en pré-campagne. Elle était bien habillée d'ailleurs. Présidentielle, peut-être qu'elle élégante. Très élégante ce soir-là. Elle négocie quelque chose, je sais pas, mais en tous les cas, moi je suis quand même attristée de voir que déjà le sujet de la politique de la ville n'a pas été un sujet de ces présidentielles, que finalement tout le monde s'en fout, que ces habitants de quartier sont abandonnés, que voilà, derrière l'ANRU qui a été un vrai programme qui
rattachait plutôt à l'habitat, les services publics. Ravalement de façade quand. Exactement, voilà, mais la réalité des quartiers n'ont pas été traités. Il n'y a pas de services publics, les gens sont laissés à l'abandon. Et donc, ces problèmes de violence. Le transport s'arrête aux on l'a vu, je crois, pour le tramway où il y avait une ligne de métro. Je me souviens plus, je suis pas expert de Marseille, mais en tous les cas, elle s'est battue. Et ils ont fait la même chose au-dessus. Le tramway fait exactement le même trajet que la ligne de métro. Voilà, et ne dessert pas du coup les quartiers nord. Ah non, jamais. Mais ça, c'est une vraie problématique, le transport, l'emploi, l'école. On sait très bien que c'est l'avenir de ces jeunes gens et que l'éducation est très importante. Et on se rend compte que il n'y a plus de services publics. On peut même plus rentrer dans les quartiers. La police, d'ailleurs, moi, je l'ai pas vue non plus. Donc, faut avoir un peu de courage politique. Le préfet, je l'ai pas entendu non plus. Mais ce serait bien que l'État prennent ses responsabilités. On les a beaucoup entendus. Ils ont fait beaucoup de promesses en période électorale. Moi, j'attends de voir aussi les faits. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. En tous les cas, ces gens sont laissés à l'abandon et il n'y a pas une vraie politique de fond pour pouvoir résoudre résolument définitivement ces problèmes. J'aimerais entendre les Marseillais. 40 33 9000 évidemment pour nous appeler et prendre part à la discussion et nous donner un petit peu votre tendance de ce que vous vivez au quotidien, vous qui habitez peut-être les quartiers nord de cette ville de Marseille, qui au demeurant est une très belle ville, très accueillante et très chaleureuse. Nabil, la violence c'est un problème endémique depuis des années, c'est un problème récurrent, c'est un problème que personne n'arrive à résoudre. Alors je peux répondre à tout ça, je vais te répondre Christophe, tout à fait, et merci de poser cette question. Alors Assia, j'aimerais rebondir sur ce que tu viens de dire. Alors moi, j'aimerais pas parler de moi, mais j'ai quand même vécu 2 ans à Marseille, à Noailles. Ouais. Je suis talent des cités, ce qui veut dire que la politique de la ville, moi j'en suis un référent, un ambassadeur. Vous savez, la politique de la ville, le budget qu'on y injecte, c'est juste de la pommade, c'est du ravalement de façade, parce qu'on ne travaille pas les problèmes de fond. Ce qu'il faut savoir, c'est que Marseille, la problématique, c'est aussi la sécurité intérieure. Il faudrait réintégrer une politique de police de proximité, c'est important. Parce que lorsqu'on empêche la création d'une zone de non-droit, c'est lorsqu'on ne démantèle pas le service public. Donc en fait, on a une problématique aussi géostratégique avec Marseille. Donc c'est très simple. Marseille, c'est le reflet de toutes les erreurs de tous les ministères et toutes les politiques qui sont suivies sur le territoire national et surtout à l'extérieur. Parce que le problème de Marseille aussi, c'est un problème de politique extérieure. C'est ça qu'il faut dire aussi, parce qu'il y a une vraie problématique aussi. Parce que quand on parle de Marseille, c'est de quel côté de Marseille ? Pourquoi on ne veut pas des quartiers nord au centre de Marseille ? N'oublions pas que Marseille est une capitale culturelle et européenne. Vous voyez ce que je veux dire ? Avec tout le clivage qui ensuite, tout le ravalement de décors. Et ça c'est très triste. Et d'avoir vécu, moi je peux vous dire que j'ai vu toutes les strates de toute la société marseillaise et qu'on empêche de faire avancer cela. Je trouve ça honorable pour tous les élus, comme tu disais, de gauche ou de droite. Et je me rappelle quand c'était Gaudin qui était le maire de Marseille, il faisait ce qu'il pouvait. Mais sous Gaudin, il y avait une forme quand même de paix et de stabilité. Et effectivement, quand les socialistes sont arrivés, ça a été la dégringolade. Et je trouve que d'un côté, un peu dur, Nabil. Si, mais attends, mais j'ai pas fini. Ouais. J'ai pas fini. Et ce que je reproche aussi à la droite de l'époque, c'est d'avoir laissé faire. Oui, d'avoir rien fait. Mais bien sûr, oui, d'avoir créé la politique de mettre la poussière sous le tapis, c'est facile. Et pas seulement, Christophe. On appelle ça aussi la politique de la politique de la terre brûlée, ce qui veut dire qu'ils n'ont rien laissé derrière eux, pas de continuité. Et le problème de Marseille aussi... De toute façon, Marseille, ça a toujours été une alternance. Quand la ville était de droite, le département était de gauche. Donc j'ai l'impression que c'est un fonds de commerce. Il faut dire la vérité aussi, c'est un fonds de commerce. C'est la sécurité à Marseille. Tu vois, aujourd'hui, Noailles, moi, j'y passais tous mes étés à Marseille. 47 rue de l'Académie. Non, mais qui s'est beaucoup bourboisé, Belzins, Porte d'Aix. Voilà, le centre, on veut le rendre propre, entre guillemets, et faire en sorte que les immigrés aillent à l'extérieur. Bien sûr. Alors que Noailles, toi-même, tu sais que le marché du Soleil qu'il y a, c'est le marché le plus populaire de Marseille. N'oublions pas que quand tu changes de quartier à Marseille, t'as l'impression de changer de ville. Tout à fait. Tu passes de Noailles à Prado. Ça n'a rien à voir. Ouais, absolument. Tu passes une frontière en fait. C'est vrai. Alors, le 14-15e, par exemple, l'arrondissement, qui était tenu par Samia Ghali un temps, et puis aujourd'hui c'est Madame Nadia Benasser, je crois, qui en est la maire. Le clientélisme politique. On peut aussi en parler. Ce clientélisme politique qui existe. Ils sont là au moment des élections, puis on les revoit plus après. Il n'y a plus personne. D'ailleurs, je crois que Samia Ghali
à faire lors d'un reportage télé à une habitante qui lui dit c'est bien beau Madame Galli de vous voir ici présente lorsqu'il y a des caméras ou lorsqu'il y a Monsieur Macron, on vous voit pas lorsqu'il y a des problématiques, lorsqu'il y a des problèmes de violence, lorsqu'il y a des gamins qui sont en insécurité totale, où il y a des tirs à balles réelles à proximité des écoles. Bien sûr. Ça se passe à Marseille, quoi. Je veux dire, on est dans une ville où vraiment règne une totale insécurité pour ses habitants en premier lieu, quoi. Bien sûr. Après, Samia Ghali, je vais pas la défendre, mais elle a quand même eu le courage à un moment donné de dire très haut et fort la réalité de ces quartiers. Après, je connais pas son action. Là, j'étais un peu attristée de voir que finalement, on n'entendait plus trop là sur les violences. Mais en tous les cas, c'est celle qui a eu le courage à un moment donné de dire haut et fort qu'il fallait... peut-être que l'armée s'empare de ces sujets pour pouvoir établir l'ordre. Mais ça veut dire combien cette ville est abandonnée. Tu parlais de police de proximité. Oui, elle est abandonnée, cette ville. Et c'est vrai que c'est un carrefour de métissage, de l'arrivée de... Marseille pendant de longues années, était la ville la plus multipop de... Ça devrait être une richesse aujourd'hui. Bien sûr. Alors rappelez-nous, vous les Marseillais, 01 40 33 9000. Je sais que vous n'osez pas trop prendre la parole parce qu'il y a cette histoire de j'habite tel endroit et qu'on n'aime pas trop, on va se faire reconnaître. Juste votre accent suffit à nous dire que vous êtes de Marseille et on vous en demandera pas plus. En tout cas, vous pouvez témoigner évidemment de votre quotidien dans ces quartiers nord si vous y habitez. Il y a aussi de belles choses dans les quartiers nord. Attention, tout n'est pas à jeter par la fenêtre. 01 40 33 9000, à vous de jouer, à vous de nous appeler pour prendre la parole plus que jamais. Ici, vous la prenez en toute liberté sur France Maghreb 2. Le LGF, le Grand Forum, votre émission de référence tous les jours de 16h à 18h. On débat de tous les sujets et on dit tout haut ce que certains pensent tout bas. Avec Assia Beda, avec Nabil Sama et vous, chers auditeurs, auditrices marseillais, en l'occurrence, vous qui nous appelez de Marseille, 01, qui nous écoutez à Marseille, très nombreux d'ailleurs. Je rappelle qu'on est la première radio franco-maghrébine sur Marseille et loin devant notre concurrent. 01 40 33 9000 pour prendre la parole et pour nous donner un petit peu, nous raconter votre quotidien, mais aussi vous qui peut-être habitez dans ces cités, dans ces quartiers dits populaires, pour nous dire un petit peu ce qui s'y passe, parce qu'on a quand même notre flopée d'endroits un petit peu chauds en région parisienne, aussi en région lyonnaise, Toulouse, aux abords finalement des grandes villes. C'est un peu chaud par endroit et par quartier, évidemment. Alors quand on parle de Marseille, évidemment, pour l'avoir visité, cette belle ville de long en large, et comme l'a si bien rappelé Nabil, il y a les beaux quartiers de Marseille, très beaux quartiers de Marseille, très riches. Et puis vous avez des quartiers complètement abandonnés, les quartiers nord, qui sont complètement délaissés par les pouvoirs publics, évidemment, pour nous en parler. Et à tel point d'ailleurs que dans certains endroits, je pense que je ne trahirai aucun des secrets, ce sont quand même les trafiquants de drogue qui font la loi, Nabil. Tout à fait. Malheureusement, c'est comme ça. Là de dédoublement de classe pour les petites classes, mais c'est pas suffisant. Si d'ailleurs on fait des études et qu'au final on trouve pas de boulot, il y a rien de pire. Moi je trouve que faire croire à un moment donné à l'égalité des chances et de se dire tu vas faire des études et au final tu finis au chômage et tu retournes dans ton quartier. C'est le cas pour beaucoup de jeunes malheureusement. C'est pour ça que moi je défends vraiment le fait qu'on ne doit pas laisser justement des gens, parce qu'en fait ça trahit la promesse républicaine et donc ça pousse aussi les gens à un moment donné à baisser les bras et de se dire finalement entre des études où finalement je ne trouverai pas de travail versus le trafic où je vais tout de suite toucher de l'argent et je vais pouvoir effectivement... Mais comment tu fais concrètement, Assia? Parce qu'aujourd'hui, concrètement, concrètement t'as des trafiquants de drogue ou t'as même, allez, on va dire, ne serait-ce que les guetteurs, tu leur dis d'aller travailler pour un SMIC, ils vont te rigoler au nez, quoi. C'est ce que je disais. Moi, j'avais l'occasion de discuter avec un jeune qui était en train de se poser ces questions-là. Est-ce que je continue mes études ou est-ce que je vais effectivement faire le guet là avec ma pochette et gagner 100, 200 euros. Effectivement, c'est beaucoup plus simple de choisir la question de facilité et ce d'autant plus qu'ils se rendent pas compte que c'est eux qui tomberont. C'est pas les gros. Ceux qui se font arrêter et qui font de la prison, malheureusement, c'est les petits entre
guillemets. Donc moi je te dis miser sur l'éducation, oui, mais c'est aussi aller jusqu'à l'insertion professionnelle et leur proposer un avenir différent. Tout à l'heure on a parlé de l'ANRU. C'est aussi le retour des services publics. Aujourd'hui, les missions locales, tous les dispositifs d'accompagnement. On parlait tout à l'heure des transports. Si à un moment donné tu n'as pas la capacité à te rendre à ton travail ou à ta formation en dehors de ton quartier, moi tout à l'heure je parlais aussi d'exemplarité. C'est aussi montrer et démontrer que oui, on peut réussir en ayant grandi dans un quartier, on peut réussir et on peut faire des études. Malheureusement, moi je me suis beaucoup battue pour la mixité dans les quartiers parce que qu'est-ce qui se passe ? Une fois qu'on réussit justement entre guillemets sa vie, on quitte le quartier. Et donc qui reste dans le quartier ? Que les gens qui ne réussissent pas finalement. Ouais. Et que tant qu'il n'y a pas de vraie mixité sociale, eh bien on n'a que les mauvais. Et donc entre guillemets les mauvais, ceux qui ne réussissent pas et qui effectivement peut-être trouvent des c'est stigmatisant quand même de dire non, mais là, j'entends un discours politique. Non, ce que je veux dire, c'est que de dire que ceux qui restent dans les quartiers, c'est que ceux qui réussissent pas. Je suis pas d'accord. Ceux qui restent dans les quartiers, c'est aussi qui aiment y vivre. Alors moi, justement, je veux dire que moi, j'ai des amis qui voulaient rester dans les quartiers. Bien sûr. Mais qui ne rentraient pas dans les codes aussi, dans les règles du logement social. Et donc, si on propose de l'accession à la propriété dans ces quartiers, ça amènerait la mixité sociale. C'est ça que je voulais dire. Et que finalement, les gens qui à un moment donné ont un job, s'émancipent, ils aimeraient rester parce qu'effectivement, tu as ta famille, tu as ton environnement, tu as envie de rester, mais sauf que tu peux pas rester parce que tu as aussi et tu aspires peut-être aussi à autre chose. Donc, tout à l'heure, on parlait de quartiers laissés à l'abandon. Il y a des gens aujourd'hui, des logements qui sont laissés à l'abandon, qui sont pas rénovés. Il faut parler de réalisme aussi. C'est bien de parler. Oui, faut travailler avec ce que tu dis, c'est vrai. Tu parles d'une vérité. Avec les bailleurs sociaux. Enfin, tu vois, quand on parle de la politique de la ville, c'est pas que le logement. C'est ce que je dis. Il y a une politique en banlieue parisienne, notamment dans certains quartiers. Je pense à la Courneuve, je pense à quelques villes. Qui s'est boboisé maintenant, hors de prix. Alors voilà, c'est-à-dire qu'on a démoli aussi toutes les tours pour construire des petits immeubles. Sauf que le problème, c'est qu'il y a la population qui vivait n'a pas pu rester parce que les loyers ont fortement augmenté. Donc on repousse finalement un peu plus la misère, on la concentre un peu plus dans un secteur en fait. Mais c'est une fausse mixité du coup. Ouais. Effectivement, c'est de se dire comment on fait pour ou là que tu proposes. Alors aujourd'hui dans les constructions de chaque bâtiment, tu as différents niveaux de logements sociaux entre le PLAI, le plus et le PLS pour justement apporter une mixité. Et finalement en fonction de tes revenus, tu peux quand même habiter dans le même immeuble. Donc c'est ça, cette vigilance aussi sur le fait que. La mairie de Paris, Comment ? Ce que fait la mairie de Paris. Oui, ce que essaye de faire la mairie de Paris. Ce que fait la mairie de Paris depuis nombreuses années. Font, ce que Marseille devrait faire. Mais dans d'autres villes, ils le font aussi avec de l'accession à la propriété. Oui. Donc on est un peu plus vigilant, mais pour rattraper le retard, il va en falloir des années, des décennies. 01 40 33 9000 pour nous donner votre avis, amis marseillais, marseillaises, mais pas que, évidemment, amis et habitants des quartiers dits populaires, des quartiers dits compliqués, difficiles, où parfois il faut patienter pour pouvoir rentrer chez soi, que les trafiquants daignent vous laisser passer. C'est la réalité, Nabil. Mais oui, mais tu sais, Christophe, il y a une loi qui est là, qui s'appelle la loi NOTRe, qui explique tout ça. La loi quoi ? La loi NOTRe. Ouais. En plus, ce qui est super marrant, elle a été faite en 2016 sous la présidence de François Hollande. C'était Emmanuel Macron, le ministre de la Finance, c'est lui qui a budgétisé cette loi. Et celui qui l'a porté, c'était Manuel Valls. Et vous avez vu dernièrement, Manuel Valls a été chèrement récompensé par notre cher ami et président Emmanuel Macron. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, c'est écrit. Et je pense qu'il faut faire preuve de bon sens pour comprendre pourquoi on veut faire ça. Les réponses se trouvent aux États-Unis. En fait, ce que nous, on vit à l'heure actuelle, c'est ce qu'ont vécu avec 30 ans d'avance les États-Unis. On va prendre le quartier du Bronx. Il y a eu Marseille me fait penser un peu au Bronx. Vous voyez ce que je veux dire ? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En plus, moi, j'ai vu qu'à Marseille, et les gens disent la même chose. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, Marseille, n'oubliez pas, c'est une pépite culturelle. Ce qu'ils veulent, les quartiers nord, vous allez voir, dans 20 à 30 ans, ça sera des quartiers chics. Vous allez voir, ils vont tout démolir, ça sera rasé. Ils vont aller où alors cette population-là, on l'évoquait tout à l'heure, mais du coup, ils vont être encore plus repoussés. Mais bien sûr que oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec Marrakech ? Qu'est-ce qui s'est passé c'est ce qui va se passer à Marseille. Faut pas croire. Regardez ce qui s'est... Montreuil, vous êtes au courant de Montreuil ? Montreuil, avant, c'était un ghetto, faut dire la vérité, c'était très compliqué. C'est une ville limitrophe à Paris. Oui. Et Montreuil, c'est un bon exemple. Hein. Franchement, ça s'est boboisé. Mais oui. Mais version... Mais vous allez voir les quartiers nord, ce que ça va devenir. Saint-Ouen, Aubervilliers... Saint-Ouen, pas mal, mais il y a encore certains secteurs très chauds à Saint-Ouen. Alors, on a Zoher qui nous appelle de Marseille au 01 40 33 9000. Bonjour, Zoher. Oui, bonjour. Bonjour, comment ça va ? Ça va impeccable, oui. C'est beau, le beau temps, on se régale, oui. Voilà, c'est bon. Alors, parlez-nous de votre ville, tout va bien, de Marseille. Zoher ?
Oui. Parlez-nous de votre ville, parlez-nous de Marseille. Bon, Marseille, bon, on le sait que c'est une ville spéciale. Hein, Ouais. on vit dans une ville de corrompus, ça fait des années. Donc ça, tout le monde le sait en France, que ce soit le gouvernement, tout ça. Donc le clientélisme et tout ce qui s'ensuit. Et après, bon, dans les quartiers, vous savez, les gars, ils sont exposés en direct devant la police, devant tout le monde. De quoi ils le voient, hein, les politiciens. Même on avait un député chez nous. Ouais. Je vais pas citer son nom. Carrément, en direct, hein, il laissait faire les dealers, il discutait avec eux, normal. Et tous les jours, il leur rendait visite, mais normal. Hein. Il s'appelle Karim. Mais Non, Allô c'est pas Karim, non. Je plaisante, je plaisante. Zoher, vous vivez, vous, dans des quartiers oui, quartiers oui, nord moi je vis dans les quartiers, j'ai même mes beaux-parents, je veux dire. Même il y a des quartiers où c'est que, vous savez, ils nous ont fait une barre, comme les genres de barres automatiques pour entrer dans les quartiers carrément. Ouais. Et bon, il n'y a personne qui parle, parce qu'après les gens... ils ont pris le monopole du quartier, hein, tous les dealers, que ce soit les voyous qu'il y a autour. Hein, donc, Zoher, il y a quelque chose. On a pris l'habitude de vivre avec. Hein, après, voilà, quoi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Alors, c'est très intéressant ce que vous nous dites, et j'ai l'impression quand même qu'il y a une espèce d'omerta, ou en tout cas un silence qui est imposé à dénoncer aussi la situation dans les quartiers, parce qu'il y a une peur, et on m'a dit, alors je ne sais pas si c'est vrai, c'est que beaucoup de familles aussi sont, de près ou de loin, impliquées aussi dans ces fameux trafics. Il y a quelques familles quand même qui sont un peu impliquées. Hein, je veux dire, après, la pauvreté qui veut ça. Hein. Ouais. On va dire, voilà, quoi. Après, c'est la pauvreté. Donc forcément, ça impose le silence. Les familles, bon, après, qui se battent aussi. Hein. Après, on va pas incriminer toutes les familles. Mais bon, ça fait des années que ça existe. Hein. Nous, on le voit. Hein. Il y a, vous savez, il y a des quartiers où c'est que carrément, hein, ils sont coincés par des caddies, leur cage escalier, on leur montre leurs courses, on leur montre tout ça. Je veux dire, les gens, après, voilà, ils jouent le jeu maintenant. C'est bon, quoi. Ils ont pris l'habitude. Hein. Les ils ont premières vu victimes, que... ouais. La police, quoi, bon, on va pas dire que tous les flics sont... Il y a des flics aussi corrompus là-dedans, hein, mais bon. Après, bon, voilà, la police, toujours pareil, hein. Vous savez, vous allez, je le dis, hein, la Castellane, au bord de route, les gars, fauteuil, cagoulé. Ouais, je sais, j'ai vu. La police, elle passe devant et... Ouais, c'est ça, à la Castellane, effectivement. Personne n'y parle, personne n'y dit rien. Voilà, quoi, après... Ouais. Je sais pas, moi, franchement... Bon, c'est une ville vraiment où tout le monde dedans, pour moi, est corrompu. Hein, pour tout le monde, que ce soit le gouvernement, la police. Voilà, après, c'est sûr que voilà, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué. Zoher, est-ce que vous pensez un jour pouvoir quitter ces quartiers ou pas? Non, moi, je quitte pas Marseille. Moi, c'est une ville que j'aime trop, quoi, je veux dire. Hein. Après, voilà, on va pas dire que c'est l'enfer. Il y a des quartiers, bon, c'est vrai qu'ils sont pris en otage. Bon, moi, maintenant, bon, j'ai 49 ans, donc j'ai vécu toute ma vie. Bon, j'ai déménagé, quoi, il y a 4-5 ans. Et bon, même moi-même, des fois, qui va dans les quartiers où je suis né, et il y a des fois, on me dit, on cherche à me fouiller. Bon, après, on me reconnaît, disons que ça se passait bien. Ouais. Mais bon, ce qui fait de la peine, c'est les jeunes, quoi. Moi, je veux dire, après, c'est incroyable pour eux. Je veux dire, ça peut rien avoir avec nous, quoi. Ils partent plus, ils sortent plus, ils sont carrément dans leur ghetto. Je veux dire, nous, avant, à l'époque, je sais pas, moi, centre social, on allait en colonie, on joue au ballon. Je veux dire, on avait pas mal d'activités, mais j'ai l'impression que ces jeunes, ils sont vraiment perdus, mais c'est perdu. C'est dans tous les domaines, hein, pour moi. Bon, ça soit dans le travail, je les vois, hein, quand j'essaye de former quelques jeunes dans le travail, ils s'en foutent, ils s'impliquent pas. Il y a... C'est vraiment, il y a tout à revoir pour moi. Il y a tout à revoir. Tu fais quoi dans la vie, Zoher? Tu fais quoi dans la vie, Zoher? Moi, je suis chef d'équipe dans la livraison. D'accord. Ok. Bah, écoute, en tout cas, merci pour pour ton témoignage, Zoher. Merci aussi pour votre émission. Je me régale à vous écouter. Ah bah c'est super, sympa. Il fait beau à Marseille aujourd'hui, j'imagine. Ah oui, il fait beau et allez l'OM. Hein. Très bien. Ça, c'était en plus. Ça, c'était gratuit, ça, Zoher. Bonne continuation, les gars. Je me régale à vous écouter. Hein. Merci beaucoup, Zoher. À très bientôt. On vous régale à vous entendre, hein, que votre accent chantant, eh bien, nous suffit en tout cas à vous écouter, à prendre plaisir à vous écouter. C'est la réalité. C'est ce que vient de nous dire Zoher. Voilà ce qui se passe dans cette ville. La réalité, on sent une espèce de, comment dirais-je, de fatalité. Voilà. Mais ce qu'il disait aussi, c'était intéressant, c'est que les premières victimes, c'est les habitants du quartier qui, eux, subissent aussi voilà, les trafics. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le film Bac Nord, je trouve, était assez intéressant de voir que... Ouais, alors Bac Nord, c'est quand même la version policière. Hein. Ouais, sa version policière, mais ça veut dire aussi que... Qui était plutôt pas mal. Hein, ça montre aussi que voilà, la réalité, c'est que tu rentres pas dans le quartier, tu fais pas ce que tu veux. C'est vrai. Et que les premières victimes, c'est les habitants.
C'est les habitants, tout à fait. qui à un moment donné, c'est la loi du silence et c'est soit tu te plies aux règles, soit tu quittes le quartier. Soit t'as des répercussions. Ouais. Walid est avec nous au standard 01 40 33 9000. Allô, bonjour Walid. Oui, bonjour. Bon, toi, t'as pas un accent marseillais, toi, déjà. Non, moi, je suis de Paris, de la région parisienne. De la région parisienne. Très bien. Qu'est-ce qui se passe, mon Walid? Non, moi, je voulais parler par rapport au trafic de stupéfiants dans les quartiers, parce qu'on essaie de trouver des solutions, mais les solutions, il faut qu'elles viennent de l'État, il faut dire ce qui est. Moi, je pense que les grossistes, il doit en avoir 20 000 en France. Il doivent être une certaine dizaine. On arrive à savoir ce que Poutine prévoit de faire en Ukraine et tout, et pour attraper un dealer qui a un téléphone iPhone qui n'est même pas sécurisé, on n'arrive à rien faire. Donc, tu as raison, c'est du business tout ça. C'est organisé, on laisse faire, ça reste entre les Nords et les Arabes, on les laisse s'entretuer, on les laisse se bouffer, on vient ramasser les corps, tout simplement. Tout simplement. C'est un peu violent de la manière dont tu le racontes, mais c'est la réalité. Pas loin de la réalité. Hein, moi, j'ai grandi dans un quartier, et aujourd'hui, voilà, moi, je suis super content d'avoir quitté le quartier. Même si j'aurais voulu continuer à vivre là-bas avec ma famille, ma mère et mes frères. Aujourd'hui, j'ai des enfants et je veux pas qu'ils soient confrontés à ce que moi j'ai été confronté dans ma vie. C'est tout à ton honneur. On était petits, ça tirait dans tous les sens. Mais tout le monde n'a pas cette chance. Il y avait de la violence, des agressions, des bagarres. C'était un truc de malade. Ouais. J'étais pas dans une ville de ouf, j'étais aux Orla-Ferrière. Ah ouais. Une vieille bourgade de 77. Ouais. Et pourtant, on a grandi avec des tirs, des bagarres, les Noirs contre les Arabes contre les restes du monde, les Noirs contre les restes du monde. Et pour rien. Franchement, c'est pitoyable. Ouais. Et aujourd'hui, on est obligé de quitter, essayer de donner un meilleur avenir à nos enfants. Même si nos parents, ils ont fait le maximum, ils n'ont pas eu le choix. Mais aujourd'hui, je me réjouis de l'avoir quitté. Je ferai tout pour pas ramener mes enfants là-bas et pas faire plaisir à l'État. Merci Walid pour ton témoignage. Voilà, il n'y a pas que Marseille finalement qui est confronté à cette problématique. C'est beaucoup d'endroits également dans le 93, mais aussi dans le 91. Je pense à Grigny. Qui connaît pas Grigny? Franchement, allez à Grigny, mais c'est la misère sociale totale là-bas. Mais il y a bien plus de misère que Grigny, c'est les quartiers ruraux urbains. Aussi, c'est ce que j'allais dire. Faut pas oublier, il y a plus de misère. T'imagines, c'est des quartiers, on est en 2020, il n'y a pas de centre social, pas de structure associative, il n'y a rien. Et il y a du trafic de drogue, et c'est encore pire. Ouais, mais comment justement, c'est les solutions. Et c'est vrai que même nous ici autour de cette table qui essayons ensemble de réfléchir à éventuellement trouver une solution à ces trafics de drogue, ça paraît quand même assez compliqué. Je le disais tout à l'heure, Assia, quand tu as affaire, Nabil, quand tu as affaire à des gens qui effectivement gagnent des milliers d'euros par mois avec ce trafic, comment veux-tu leur donner envie d'aller travailler à l'usine ou de faire Uber par exemple, tu vois ce que je veux dire, c'est très compliqué. Il n'y a pas de solution miracle, sinon ce serait déjà entre guillemets réglé. Ce que je disais tout à l'heure, petit Xavier, en fait c'est complexe, il faut agir sur différents tout à l'heure je parlais il y a l'habitat, donc le logement, l'éducation, l'insertion. Tout à l'heure il évoquait effectivement les centres sociaux. Quand tout à l'heure je parlais de services publics, ils ont déserté les quartiers, c'était le seul espoir pour apporter peut-être une ouverture d'esprit, permettre à ces gens... On parlait tout à l'heure des transports. Si tu ne peux pas quitter ton quartier, à un moment donné, ta réalité au quotidien, c'est ton quartier. Tu ne peux même pas voir ce qui se passe ailleurs. Et on voit aujourd'hui que certains politiques, sciemment, font en sorte que les transports en commun, on a pu le voir aussi avec le tramway sur Paris pour éviter que les gens des quartiers nord de Paris viennent dans le 16e. C'était ça la réalité aussi. Pourquoi le tramway fait le tour de Paris et ça s'arrête dans le 16e. Pourquoi la ligne 14 à un moment donné? Donc là, ça va un peu changer avec le Grand Paris, mais comme tu dis, ça fait que repousser finalement et s'éloigner. Le Grand Paris, c'est un autre. Ils ont fait en sorte de désertifier. Ils ont créé une misère sociale pour que les gens puissent partir d'eux-mêmes. On a entendu ce qu'a dit, c'était Zoé, il me semble. Ouais. Tout ça, c'est voulu. Tout ça, ça a été acté. Ça fait 25 ans que c'est mis en place. Mais j'aimerais qu'on rende hommage quand même à ces associations qui, dans l'ombre, agissent et qui font un travail extraordinaire sur le terrain et qui d'ailleurs tiennent le calme dans certains quartiers. Exactement. Pour beaucoup de quartiers, ces associations qui travaillent dans l'ombre, des gens qui s'investissent de manière bénévole pour que le quartier reste au calme. Vraiment, il faut vraiment leur tirer un grand coup de chapeau à tous ces gens, à toutes ces associations qui sont jamais mis à l'honneur et qui pourtant font un travail magistral, il faut le dire, il le rappeler, c'est important. C'est de plus en plus dur, les subventions diminuent et c'est vrai qu'ils font un travail remarquable. Moi, j'avais pu, quand j'étais plus jeune,
travailler sur l'alphabétisation des mamans. Et c'est ce qui tient aujourd'hui. Et heureusement qu'on a ce tissu social et associatif. Ouais. Mais malheureusement, même ça, je trouve que ça s'est un peu perdu et que c'est en train de se casser parce que derrière, voilà, ça tient à des subventions et c'est souvent à la main du maire. Et voilà, donc si le maire, à un moment donné, si tu vas pas dans son sens ou tu oses à un moment donné peut-être aller à son encontre, bah, du coup, tu payes cher. Et ouais, c'est ce qui. Moi, je vous donne un exemple. J'étais bien avec l'ancien maire de Cosne-sur-Loire. Je l'avais soutenu pendant 6 ans. Cosne-sur-Loire, pour dire aux gens, c'est dans la Nièvre. Et ensuite. C'est perdu au milieu de nulle part. Notre association, ça faisait 20 ans qu'elle existait, qu'elle existe toujours. On menait des actions associatives et bénévoles, voilà, pour les jeunes. Il nous a aidés, ça nous a permis de créer un festival. Il y a eu un nouveau maire, il nous a coupé les subventions comme ça, sans rien nous dire, du jour au lendemain, tout simplement. Nordine est avec nous au standard. Bonjour Nordine. Bonjour, bonjour chroniqueur. Nordine, tu nous appelles d'où ? De Normandie. De Normandie. Ah, ok. On t'écoute, mon Nordine. Je voulais dire, moi j'ai une tante de 90 ans, elle est à l'ESSAC, elle est pas loin de la cathédrale. Oui. Et bah c'est une usine, en pleine journée, il y a des queues de 200 mètres et tout, il y a la pâte du gain. Et je voulais vous parler du fléau de la drogue dure, voilà. Et maintenant c'est rentré dans les mœurs et tout, c'est malheureux. Nous on était dans les drogues douces, mais bon maintenant c'est un autre game. Vous savez, aller expliquer à quelqu'un qui tourne à 5-6 000 euros par jour, aller travailler pour 1 500 euros. C'est ça, c'est très compliqué, c'est effectivement. Ouais. Voilà. Après, il y a des victimes collatérales, c'est vraiment triste pour eux. Mais bon, ça va pas s'arrêter comme ça. Faut voir la source aussi, c'est ça. Il y a beaucoup de personnes impliquées. Ah oui, c'est du business tout ça. Ouais. Merci Nordine en tout cas, et merci de ton appel en Normandie. Mon Nordine, la France bien représentée en tout cas sur France Maghreb 2. Merci. Bon, alors évidemment, on sera amené à en reparler. C'est dommage que Kauter ne soit pas là, parce que vraiment quelqu'un qui est sur le terrain, en l'occurrence Kauter Ben Mohamed. On aura l'occasion d'en reparler évidemment avec elle si elle arrive peut-être avant la fin de cette émission. Dans un instant, on va parler de ce qui concerne, alors pas que les partis de gauche quand même, pour être très concret, les parachutages, les parachutés pour les élections législatives. Qu'est-ce qu'un parachuté ? C'est quelqu'un qui arrive dans une circonscription qui n'est pas la sienne, dans laquelle il n'a pas grandi, dans laquelle il ne connaît rien, et qu'un parti politique choisit d'envoyer, voilà, pour X ou Y raison. La France Insoumise en a beaucoup. La République En Marche, aujourd'hui Renaissance, sous la bannière Ensemble, pas mal non plus. Le Parti Socialiste aussi. Les LR, un peu moins, il faut le dire. En tout cas, ça concerne beaucoup de partis. Et forcément, donc, aussi le Front National, bien sûr, le Rassemblement National. Les parachutés, faut-il ou pas les sanctionner ? 01 40 33 9000, on en parle dans un instant, et peut-être quelques confidences d'Assia Meda. Je ne sais pas, peut-être. À tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 dans votre émission de référence sur France Maghreb 2, le LGF, le grand forum tous les jours. Et vous pouvez d'ailleurs nous rejoindre sur les réseaux sociaux du LGF, sur Twitter, le grand forum FM2, sur Instagram, le grand forum FM2, et sur Facebook. Vous êtes plus de 55 000 à nous suivre sur Christophe le grand forum. Donc allez-y, continuez de vous abonner. On vous met de temps en temps des petites vidéos sympas pour illustrer et donner peut-être une autre version, un autre son de cloche de l'actualité, des vidéos qui à chaque fois poussent à la réflexion, évidemment. Donc Christophe le grand forum, n'hésitez pas sur Facebook, et on salue d'ailleurs Nadège qui relaie tout cela sur les réseaux du LGF avec nous. Nabil Sama sur France Maghreb 2, Assia Meda aussi, pour parler maintenant des parachutages, des personnes qui sont parachutées. Alors comment ça se passe ? Tiens, je vais peut-être poser la question à Assia, vu qu'elle est ancrée dans un parti politique, en l'occurrence vice-présidente de Parti Radical de Gauche. Comment ça se passe quand on a envie de parachuter quelqu'un ? Sur quel argument en fait on se base pour dire tiens, toi tu vas aller dans telle circonscription ? Écoute, il n'y a pas d'argument. La réalité, c'est que... Super. Non, mais les parachutages, c'est faire en sorte d'imposer une personnalité ou une personne qui, sur une circo qui est gagnable. Donc souvent les parachutages, tout à l'heure tu évoquais qu'il y en avait beaucoup à LFI, la REM, et qu'il n'y en avait pas beaucoup à LR.
C'est normal qu'il n'y en ait pas beaucoup chez les LR, puisque vu le pourcentage de Valérie Pécresse, si tu fais moins de 5%, tu ne rentres pas dans tes frais de campagne. Donc, effectivement, il y en a plus dans les partis qui ont déjà identifié les circonscriptions gagnables. Et donc, ça se fait souvent au détriment de personnes investies depuis très longtemps sur le quartier, qui ont fait le job, qui ont souvent animé avec le groupe de militants. Et donc, c'est toujours très frustrant de voir une personne qui ne connaît ni les problématiques arriver, faire une campagne de 3, 4, là, exceptionnellement un peu plus longue, 5 semaines, dans la foulée des présidentielles et pouvoir être réélu député. C'est ce qui s'est passé aux précédentes législatives. C'était d'ailleurs affligeant de voir des gens inconnus qui se sont retrouvés à l'Assemblée et qui ont été incapables d'ailleurs de faire le job parce qu'ils ne connaissaient pas les institutions, parce que beaucoup de personnes, on va dire la société civile, qui pensaient d'ailleurs pouvoir changer la manière de faire la politique, et d'ailleurs beaucoup ne se représentent plus, et puis des personnes qui ne représentaient même pas leur quartier, leur ville et leur circonscription. Comme Mélenchon. Qui était très éloigné. Alors, tu donnes l'exemple de Mélenchon, qui aujourd'hui n'est pas encore positionné sur sa circonscription à Marseille, qui vit à Paris. Si, il ne va pas. Oui, il va oui, pas. mais tu sais, aujourd'hui, il n'y a pas de nom. Aujourd'hui, il n'y a pas de nom. Si, il y a Bompard qui prend sa place. Ah, bah écoute, voilà. cette dernière nouvelle. C'est Bompard. Ouais, et Paris-en-Main Zemmour qui est parachuté, lui, dans le Var. Saint-Tropez. C'est sympa, Saint-Tropez. Soirée blanche. Oui. Il y a des gros problèmes là-haut. Non, mais tu vois, par exemple, à Paris, il n'y a que des parachutés, des proches du président qui vont avoir l'investiture et qui ont eu l'investiture, la REM, ça a toujours été comme ça. La NUP, c'est un bon exemple où il y a énormément de parachutés. Un qui a beaucoup fait parler, c'était Aboaps, qui s'est retiré pour d'autres histoires, mais qui a été parachuté à Vénissieux, alors qu'il est de Grenoble à la base. Voilà, on a aussi des éléments aussi dans l'équipe où je vais prendre l'exemple de Sabrina Nouri qui dans sa circonscription était très investie. Elle a même participé d'ailleurs à l'écriture du programme L'Avenir en commun, qui est implanté dans cette circonscription de l'Essonne depuis des années. Et on lui a mis une fin de non-recevoir en lui mettant un gamin de 20 ans à sa place, venu de nulle part. Le parachutage, faut-il le sanctionner? C'est la question qu'on vous pose au 01 40 33 9000. Nabine, parachutage, tu le connais aussi un peu? Bah, écoute, je vais t'en parler. Oui, le parachutage, je vais t'en parler. Mais franchement, tu as parfaitement raison. Je vais te parler moi d'un exemple. Hicham Boujila, conseiller régional au Parti Socialiste dans la Nièvre, dans la Bourgogne. C'est une personne, en plus on était adversaires politiques, mais seulement politiques, mais humainement, c'est une personne qui s'investit énormément pour son parti, mais notamment aussi pour les habitants en tant que conseiller régional. Et du fait que je pense, moi je le dis clairement, du fait qu'il s'appelle Hicham Boujila, ils ont préféré prendre une personne un peu plus occidentale, on va dire, pour que la circo puisse être gagnable face au bloc Rassemblement National qu'il y a en face. Et je trouve ça dégueulasse parce que... Il fait des gros scores dans la Nièvre. Ouais, voilà, parce qu'Hicham, il a vraiment fait le boulot depuis toujours. On peut pas lui reprocher ça. Et je trouve ça un peu dégueulasse de sa part. Oui, le parachutage, c'est quelque chose qui est pas bon en plus, parce que quand on fait de la politique, il faut faire preuve d'intelligence territoriale, il faut connaître, comme tu disais, tous les acteurs économiques, associatifs, tous les habitants, pour qu'on puisse bien les représenter à l'Assemblée nationale et défendre leurs intérêts. De ramener quelqu'un qui vient de nulle part juste pour défendre les intérêts d'un parti au sein d'un bloc à l'Assemblée nationale, je trouve ça, c'est faire de la politique politicienne et pas de la politique civile. Tu vois ce que je veux dire, Christophe? Et je trouve ça dégueulasse, moi. Et c'est vrai que, alors moi j'étais pour le non-cumul des mandats, mais c'est vrai qu'avant ça se faisait un peu moins, parce que c'est vrai que c'était souvent le maire qui se présentait à la députation. Et donc, tu avais finalement ces cumuls de mandats qui aujourd'hui n'existent pas. C'est sûrement très bien, sauf qu'on a des députés qui sont complètement déconnectés de la réalité. Et ce, d'autant plus quand ils sont parachutés. Et, si je peux me permettre, Assia, tu sais que à l'Assemblée nationale, sous le premier gouvernement d'Emmanuel Macron, tu sais que, Christophe, c'était 1% d'ouvriers, il y avait 1% d'ouvriers qui représentaient la société civile. Tout le reste, comme tu dis, c'est des gens qui sont hors sol. Hors sol. T'imagines, 99% des députés sont déjà hors sol. Il faut quand même admettre que sous la mandature d'Emmanuel Macron, dans les députés, il y a beaucoup plus de gens venus de la société civile. Des cadres. Que des gens qui ont fait carrière en politique. Oui, mais Christophe, c'est quoi le résultat? Beaucoup d'absentéisme, des personnes qui ne connaissent pas le fonctionnement de l'Assemblée, qui ont mis des années avant de comprendre comment ça fonctionne. Il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut effectivement des gens qui fassent carrière en politique ou des gens qui viennent du terrain et de la société civile? Du terrain, avec des engagements politiques. Des engagements, pas des intérêts politiques. Les gens qui ont été choisis pour la précédente mandature, c'est pas
des gens de terrain, certes, c'était des gens de la société civile, mais qui représentaient souvent qu'eux, eux-mêmes, qui à un moment donné, effectivement, avaient noyauté et avaient verrouillé les comités, moi je l'ai vécu, les comités de soutien à Macron, et qui d'ailleurs se faisaient nommer. Ils n'avaient aucune légitimité. Il levait la main, et c'est 50 000 euros pour être député En Marche. C'est 50 000 euros, et puis tu lèves la main. Et on te donnait l'investiture, il faut le savoir. Ouais. Alors, aujourd'hui, effectivement, il y a le casting qui est proposé, présenté par les différents partis, que ce soit Renaissance sous la bannière Ensemble, avec l'union de Horizon, du Modem et donc de... comment s'appelle le nouveau parti là, qui a pris place à La République En Marche, qui donc a changé de nom. Les investitures sont présentées. Effectivement, on a beaucoup de députés sortants, mais on a aussi de nouvelles têtes qui arrivent et beaucoup de gens qui sont parachutés. On le disait, l'ANUPS est un parfait exemple de parachutage en pagaille. Y compris d'ailleurs en région parisienne, par exemple Raquel Garrido à Bobigny. Voilà, et les habitants de Bobigny sont très 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 mécontents. Est-ce qu'il faut, la question est là, est-ce qu'il faut sanctionner dès lors que quelqu'un est parachuté par un parti, quelqu'un qui ne connaît pas la circonscription, quelqu'un qui ne vit pas dans cette circonscription, qui est obligé d'avoir une permanence, parce que quand on est député, si je ne dis pas de bêtises, il faut avoir une permanence dans sa circonscription. On y vient 3 jours par semaine, ou au pire on fait travailler l'attaché parlementaire qui va faire le boulot de la députée ou du député. C'est un boulot de chien, je préfère le dire. Oui, c'est clair, c'est le secrétaire, quoi. On va faire simple. Moi, je pense qu'il faut les sanctionner, sauf que le problème, c'est quoi la réalité, Christophe ? C'est qu'en fait, pourquoi il y a les parachutages ? Parce que malheureusement, les gens sont élus. Et on l'a bien vu sous Macron, et on le verra là aussi. Des personnes qui ne connaissent pas la circonscription, et pour autant, les gens votent pour une étiquette parce qu'ils veulent faire confiance à Macron. Est-ce que c'est vrai pour les législatives, ça ? Mais bien sûr que si, elles sont... Alors, ça, le problème, c'est la réforme, justement, et le fait d'avoir mis les législatives dans la foulée des présidentielles. Oui, ça, c'est Jospin qui avait changé. Et donc ça, à un moment donné, fait que systématiquement, la majorité, on donne la majorité finalement au président de la République, et on l'a vu aux précédentes législatives, des gens inconnus qui n'ont pas fait campagne, qui ont juste mis des affiches et qui avaient le bon logo, se faisaient élire. Si je peux me permettre. Tu sais, on avait fait la campagne législative LR UDI, et je me rappellerai toute ma vie, il y a un militant, tu sais ce qu'il disait, Christophe ? On savait qu'on allait perdre. Pourtant, on avait fait une campagne, mais de malade. On savait qu'on allait perdre. Et tu sais pourquoi ? Ce militant, il m'avait vraiment affligé. Il m'avait dit, tu sais, vous savez, monsieur Sama, vous mettez une chèvre, et vous mettez LRM, c'est la chèvre qui va gagner. Et c'est ce qui s'est passé. Hein. Tellement qu'il a assez raison. C'est ça qui est affligeant, c'est de se dire, et encore plus, alors moi c'est ce que... Est-ce que c'est toujours vrai aujourd'hui ? Bien sûr, tu vas le voir. Alors ce sera peut-être un peu différent. Malgré le mandat un peu compliqué du président. Non, alors moi je trouve pas, parce que tu sais, la campagne législative, il faut savoir une chose. Ce qui intéresse les Français, et tu le sais très bien, c'est les campagnes municipales et les présidentielles. Les départementales, régionales, législatives, les Français s'en foutent. Ouais. Et pourtant, elles sont importantes. Et bien sûr qu'elles sont importantes. En particulier législatives. Et sénatoriales aussi. Macron aura peut-être une majorité moins importante, parce que déjà le délai est un peu plus long. La fois d'avant, c'était à peine 3 semaines. C'est lui qui a changé les dates. Donc voilà. Et il y a effectivement la montée en puissance de NUPS et de... Mélenchon Premier ministre, vous y croyez pas du tout ? Moi, je crois que ça va pas le faire. Puis, non, mais à un moment donné, il a vendu un truc sur le papier qui pouvait se faire, rassemblement de la gauche. Sauf qu'en fait, il veut pas bouger d'un iota. Il a imposé son programme. Les partis se sont vendus pour défendre la place de certaines personnes. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il va y avoir beaucoup de dissidence. Et c'est pour ça que je pense qu'il ne sera pas élu... et de toute façon, il ne serait pas élu Premier ministre, mais il n'aura pas de majorité, il n'y aura pas de cohabitation. La question fatidique. Assia Méda, vas-tu ou pas aller à la députation ? Tu oses me poser la question ? Je ose te poser la question aujourd'hui en direct sur France Maghreb 2. Écoute, je me donne encore quelques heures pour me décider. Ah, donc c'est pas non. Quelques minutes. Quelques minutes suffisent peut-être. Mais est-ce que... Alors, autre question. Seras-tu une parachutée, Assia Méda ? Non, écoute, moi je me suis toujours battue pour être... parce que voilà, moi je suis une élue de terrain, j'ai été élue à 18 ans, donc
D'ailleurs, j'avais volontairement, et j'aurais pu effectivement aller sur la députation dans laquelle j'ai grandi et, la fois d'avant, et j'aurais été élue députée. Quand tu dis du terrain, t'étais quoi? Tu peux préciser Moi, j'ai eu la chance d'être élue à 18 ans et dans ma ville où je suis née, où j'ai grandi, où j'étais encore étudiante. Au début, je ne l'étais pas. J'étais ensuite en charge de la jeunesse, ensuite de la politique de la ville. 20 ans de mandat. Super. Et voilà, j'ai eu la chance à l'époque d'avoir un maire qui m'a fait confiance. J'étais, on va dire... tu sais, c'était au moment de la parité. Confessions intimes. Bienvenue. Non, mais tu me poses la question. Oui. Mais moi, en tous les cas... On veut tous savoir. Ce qui est sûr, c'est que si j'y vais, bien évidemment, j'irai sur Paris. Parce que c'est une vie dans laquelle je vis, dans laquelle mes enfants sont scolarisés, dans laquelle je prends les transports, j'y travaille. Et je trouve qu'il n'y a rien de mieux que d'avoir des élus... de terrain qui savent de quoi ils parlent. Et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment décevant pour des militants qui se sont investis, des élus qui se sont investis. Humiliant. Exactement. Et de se dire qu'au final, on leur choisit des personnes inconnues parachutées parce que proximité, parce que circonscription gagnable, alors que... Moi, j'en connais, hein, mon député, j'ai jamais vu sur ma circonscription. Alors en plus, il avait d'autres mandats, donc forcément, on ne le voyait pas beaucoup. Mais c'est ça qui est malheureux, c'est de se dire... Mais qu'est-ce qui fait que tu hésites? C'est personnel ou... Oui, c'est personnel. D'accord. Parce que Christophe, elle ne sait pas si tu vas voter pour elle, c'est pour ça. Moi, je ne peux pas voter pour elle. Je sais. Je ne suis pas un bobo parisien, moi, cher monsieur. Je ne le suis pas non plus. Je sais pas, mais bon, voilà. Moi, je le suis, mais bon. Bon, en tout cas, Assia, peut-être... Alors... Si je reviens mardi, tu le sauras. Très bien. Mais la question qu'on se pose, c'est que si tu te présentes, on se pose forcément la question, est-ce que c'est gagnable? Alors, on se dit oui, alors effectivement... sur Paris... tout est possible. Sur Paris, ça va être compliqué parce que... Sous quelle étiquette tu vas y aller? Moi, je vais en indépendante avec mon parti et la gauche du réel. J'aime bien le mot, la gauche du réel. Mais oui, il y a la gauche irréelle et la gauche du réel. Il y a une gauche pragmatique, du réel, républicaine, européenne. Et c'est vraiment ce sujet qui nous divise aussi avec Mélenchon. Et donc forcément, ça se fera face à des candidats et un candidat NUPS et La République En Marche. Oui, très bien. Je peux te poser une question? Essaye. Oui, voilà. Autant partir sur quelque chose de nouveau. Pourquoi garder ce clivage gauche-droite, droite-gauche et pas créer un parti indépendant mais sans la connotation gauche? Parce que est-ce que les Français à l'heure actuelle ont ce désir de vouloir rester enfermés dans... Parce que je te donne un exemple. François Hollande, je suis pas pour François Hollande, mais il a fait une intervention intéressante où il expliquait, il faisait un décryptage dans le magazine Quotidien de l'investiture de Emmanuel Macron, où on voyait des anciens élus de droite ou de gauche ou du centre qui étaient là à se faire adouber, à attendre d'une place. Et il disait que c'était une insulte pour les électeurs parce que pendant longtemps on est enfermé dans un clivage gauche-droite parce qu'il faut voter, donc on enferme l'électeur dans une dualité. Et est-ce que cette gauche, cette droite, elle n'existe plus? Est-ce que c'était une trahison? Ça n'existe plus avec Macron. Aujourd'hui, il y a 3 blocs. Tu as le bloc d'extrême droite, le bloc d'extrême gauche, bien sûr. Et entre les deux, avec une majorité pro-Macron. Mais les valeurs que toi tu défends. Moi, je suis centriste à la base, donc oui, je suis humaniste. Non, mais il pose la question, effectivement, mais à un moment donné, si tu vas à une campagne, on l'a dit tout à l'heure, législative, c'est des étiquettes politiques, malheureusement. Les Français votent pour une étiquette et non pas pour une personne. Et malheureusement, on a des gens qui ont fait le job, qui étaient hyper présents, qui auraient fait un super boulot, et malheureusement, ils se sont pas retrouvés députés. C'est ça qui est triste pour la politique. Il faut jouer à jeu, en fait. Faut-il ou pas sanctionner les parachutés? C'est la question qu'on vous pose. On a Linda qui nous appelle de Nancy. Bonjour Linda. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, les parachutés, on en fait quoi? On leur met une quenelle ou pas? On les sanctionne. J'ai déjà bien souvent expliqué ma position sur France Maghreb 2. On les sanctionne et on les sanctionne. En fait, on utilise le bâton qu'ils nous ont donné pour les battre. Y compris pour ceux qui par le vote. Non mais Linda, y compris pour celles et ceux qui font partie de la même mouvance politique que soi? Mais bien évidemment, parce que comme l'a justement rappelé votre chroniqueuse, Assia.
Assia, Retenez pardon. son nom, elle sera la future députée, Assia Mehta. Voilà. Eh bien, je vais vous suivre sur les réseaux si vous êtes sur les réseaux parce que vous avez un discours Elle y est. très apaisé. Ouais. Ah ouais. Et ça fait du bien. C'est quand vrai. on est voilà, quand on entend Vous avez le son, moi j'ai un l'image. discours politique, avoir une personne qui est apaisée et qui est honnête, hein, parce que vous avez quand même eu l'honnêteté de dire que vous hésitiez pour la députation. Donc moi je trouve ça voilà, je trouve ça vraiment bien. Donc pour revenir sur la sanction, bien sûr qu'il faut les sanctionner. Alors je vous rappelle que dans l'avenir en commun notamment, si Jean-Luc Mélenchon est élu Premier ministre, il y aura la révocation des élus par les citoyens en réunissant pas mal de signatures. Vu le nombre de militants qui sont vraiment en colère et sans compter le sentiment d'amertume, on a voté pour un programme et on ne se gênera pas pour l'utiliser, très clairement. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ma chère Linda. En tout cas, merci pour ton appel et à chaque Avec fois par une plaisir. attente. Alors, si tu veux voir un petit peu à quoi ressemble Assia, tu peux aller sur Instagram, le Grand Forum FM2, Twitter aussi, le Grand Forum FM2, et aussi tout à l'heure lors du quiz dans quelques minutes en direct sur Christophe le Grand Forum. Et tu seras pas déçu, hein, ma Linda, parce que toi tu as le son, moi j'ai l'image, hein, et c'est pas mal. Merci beaucoup Linda. À très bientôt en tout cas. Merci beaucoup. 01 40 33 9000 dans un instant, les amis. Le zapping. Tu parlais de François Hollande et de choses intéressantes qu'il a dites dans le quotidien, mais il a fait aussi un beau lapsus qui sera pour moi le lapsus du siècle. C'était sur France 5 dans l'émission C'est à vous. Restez avec nous, c'est à suivre. On a aussi du Rachida Dati qui s'en prend député La République En Marche. Bref, tout un programme. Le LGF, le grand forum avec Assia Mehta, avec Nabil Sama qui sont avec nous aujourd'hui sur France Maghreb 2 en ce jeudi. Voici le zapping avec mon petit jingle et j'y ai rajouté un petit truc dans le jingle sous les hauts conseils de monsieur Tarek Pami. Écoutez. Je crois que vous avez certaines choses à me dire. Vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Et c'est insupportable, enfin, votre attitude. Mais enfin, ça va pas. Il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là. Ne pas s'asseoir sur une chaise rouge parce que le rouge serait la couleur du diable. J'ai grandi et baigné dans l'islam. Oui. El Hamdou, je le connais par cœur. D'accord. Ça va. C'est insupportable, votre attitude sur les plateaux de télévision. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Vous croyez qu'ils oseraient venir ici? Comment ça ose tout? C'est pas ça qu'on le connaît. Il est extraordinaire mon jingle, je le kiffe. Voilà, je tiens à le dire, voilà, je suis assez fier de ce jingle. Alors dans le zapping aujourd'hui, qu'ai-je à vous proposer? Eh bien, Marine Le Pen, vous le savez, on parlait de rassemblement, NUPS, etc. Ça se passe pas très bien dans le camp de l'extrême droite entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Marine Le Pen s'explique pour la première fois sur RTL pourquoi elle veut pas rallier Éric Zemmour. Est-ce que vous pouvez gagner au scrutin majoritaire sans alliance, Marine Le Pen? Oui, mais ce sont vous savez bien que le scrutin majoritaire ne vous est pas favorable. Oui, mais ce sont des alliances d'appareil. Ça fait fi du fond politique. Moi, je fais de la politique et je suis quelqu'un de droit, et y compris à l'égard de mes électeurs. Moi, si vous voulez, j'aurais pu m'allier avec éventuellement Éric Zemmour. Mais honnêtement, il y a quand même quelque chose qui me gêne. C'est que j'aurais contribué à faire élire des députés d'Éric Zemmour qui voteraient avec Emmanuel Macron la retraite à 65 ans. Les LR sont en train de se vendre à Emmanuel Macron et la gauche se vend à l'extrême gauche. Moi, je ne me vends à personne. Donc, je suis loyal à l'égard de mes électeurs. Marine Le Pen, loyale à l'égard de ses électeurs, ça vous laisse quel genre de réflexion tous les deux là? Pathétique. Oui. Très bien. Non, mais elle est sûrement peut-être droit dans ses bottes et elle va défendre peut-être un programme et dans la continuité de ses présidentielles. Mais on sait très bien que derrière, c'est parce que peut-être que elle n'a pas envie de céder des places et qu'elle sait très bien qu'elle n'a pas besoin de l'électorat de Zemmour pour pouvoir faire élire certains députés. Donc voilà, c'est un discours, c'est des belles paroles. En termes de parachutage, Christophe, tu sais... Il va y en avoir beaucoup. C'est vrai, hein, ces élus, c'est que des parachutés. Et en général, quand c'est des élus ça du garde terrain, rapproché, ouais. en général, quand c'est des élus du terrain qui s'affichent, t'as l'impression que c'est tous des Golgoth 13, que tu sais pas d'où est-ce qu'ils sortent. Mais moi, j'ai pas peur de parler ainsi. C'est une réalité. Et moi, je le vois là en région Bourgogne-Franche-Comté. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Alors, pour un peu de détente, un beau lapsus qui pourrait être le lapsus de l'année. Il est signé François Hollande. Écoutez bien
tendez bien l'oreille. Des personnes comme Carole Delga, Bernard Cazeneuve, Stéphane Le Foll, Hélène Geoffroy, il y a plein de monde, et les maires de socialistes qui sont nombreux. Il y a plein de monde, et les maires de socialistes qui sont nombreux. Ah, j'adore. Alors, c'est pas drôle ça, franchement. Hein, très révélateur, effectivement. Les socialistes. À en croire François Hollande, le lapsus de l'année, c'était dans l'émission C'est à vous sur France 5. Hein, comme quoi, la langue peut parfois fourcher. Bon, voilà, c'est dit. Sinon, on a une Rachida Dati qui s'en prend aux députés En Marche. Moi, j'ai l'impression que les députés macronistes, alors là, ils sont contents d'être députés. Pourquoi faire, mon gars, tu veux être député? Oui, une nouvelle génération. Mais une nouvelle génération, pourquoi faire? Mais va vivre ce que j'ai vécu et tu viens me parler. Voilà, Rachida Dati. Pas mal aussi. Ah, je l'adore, Rachida Dati, moi. Dans le genre, ok. Elle a pas tort, Asia. Quelque part, elle a raison. Bon, après, elle a été parachutée dans le 7e. Donc, oui, dans le 7e. Mais elle fait bien le taf. Hein. Elle fait son boulot. Il paraît que c'est une mère qui reçoit. Je suis dans le 8e et je peux dire que. Oui, elle est dans le 7e. Le 7e qui reçoit, qui fait son boulot, qui. Voilà. Elle mérite. Très d'ailleurs, elle avait eu une campagne très difficile, je me souviens, avec beaucoup de personnes qui avaient. Dessiné sur ses affiches, donc c'était compliqué. Mais il y a du monde derrière. Elle est légitime, tout à fait. Et pourtant voilà, on n'est pas du même bord et elle a pas tort. On parlait tout à l'heure des députés. Moi, des députés LaREM, beaucoup d'absentéisme. Je sais pas trop ce qu'ils font à part voter dans le sens du gouvernement. Voilà, on sait la réalité et tu en parleras sûrement mieux que moi. Mais oui, elle a pas tort. Elle a aucune leçon à recevoir de ses députés. C'est Matignon qui gère les députés, faut le savoir. Voir l'Élysée. Oui, l'Élysée. Oui. Là, en ce moment, c'est l'Élysée. Oui, alors là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Renaissance. Vous avez vu le nom? Renaissance. C'est-à-dire que t'es mort-né, mais on essaye de te faire renaître. Tu vois, j'imagine trop Emmanuel Macron avec une implication de ses députés. Toi, tu sors, toi dis ça. Il paraît que c'est lui qui a choisi. Plusieurs fois, il y a eu des levées de séance parce que les députés n'étaient pas d'accord, qu'ils n'étaient pas assez nombreux dans l'hémicycle. Moi, j'avais suivi la déconjugalisation de la hache, c'était catastrophique. Ils se sont entêtés. Adultes handicapés. Ils se sont entêtés pour ne pas voter, alors que d'ailleurs, il en a reparlé pendant son élection et il reviendrait dessus. Alors, parfois dans les médias, il y a des mea culpa à faire à l'image du patron des magasins Leclerc qui, vous vous en souvenez, avait parlé de pénurie d'huile de tournesol à cause de vous, les Arabes, les musulmans, vous qui faites beaucoup de friture pour faire le mouchoui et les gâteaux. Et bien, il a fait son mea culpa sur Europe 1 hier. Timo, vous vouliez préciser quelque chose. Vous aviez dit sur mon plateau la semaine dernière, à propos des pénuries d'huile, vous avez fait le lien avec les moutons et l'Aïd, vous vouliez préciser les choses. Oui, j'ai blessé des personnes et c'est pas dans ma nature et je suis quelqu'un de sensible. Donc j'ai reçu une belle volée de bois vert sur les réseaux sociaux. Donc ce que je voulais dire, c'est que à l'occasion des fêtes, et notamment quand on fait des fritures, quand on fait de la pâtisserie, on a vendu beaucoup d'huile et donc il y a eu des ruptures dans les rayons. C'est pas pour autant qu'il y aura pénurie, mais en même temps, en le disant, j'ai parlé de la communauté musulmane et je voudrais m'en excuser parce que je ne voulais stigmatiser personne. C'est déjà une population qui est déjà suffisamment stigmatisée et donc, et notamment à l'égard des salariés des centres Leclerc qui sont pratiquants, je fais amende honorable. Je crois que c'est important quand on dit des conneries de savoir ravaler sa langue. Pénurie, il y en aura pas. Mais le rapport de confiance que j'ai historiquement avec les consommateurs, ça fait quand même 60 plusieurs années qu'ils vous connaissent. Et ouais. J'aime autant qu'on me fasse confiance et donc bien sûr. Vous avez raison de faire humblement, je bats ma coule. Voilà, il paie son mea culpa, le patron des magasins Leclerc, Nabil. Au moins, c'est honnête. Mais pourquoi ils disent pas que la pénurie d'huile de tournesol, c'est à cause de la guerre en Ukraine, parce que c'est le principal exportateur d'huile. On est obligé de mettre ça sur le compte. Donc c'est en fait, c'est bien qu'ils reconnaissent et qu'ils s'excusent. Je pense que derrière, il y avait aussi des raisons financières, parce qu'il y avait un début de boycott entre guillemets. Mais c'est quand même fou de se dire qu'un PDG de ces enseignes ose dire ça. Il fallait bien trouver des coupables. Et ça confirme... Ah bah oui, mais du coup, ça confirme aussi qu'à un moment donné, la parole, c'est un peu trop libérée, je trouve, et que c'est souvent les mêmes qui s'en prennent plein la figure. Et en plus, l'huile de tournesol, c'est pas bon pour la santé. Oui, l'huile d'olive. L'huile d'olive, voilà. La vraie. Tiens, justement, tu parlais de libérer la parole. Sur CNews, comme ça m'arrive de zapper, et je tombe sur
Stéphane Ravier, qui est un personnage que beaucoup de Marseillais connaissent. Et il nous disait à propos de ce qui s'est passé de la personne qui a été poignardée devant une école, il disait c'est un Alban qui s'est fait poignarder par un Mohamed. Non. On en est là aujourd'hui. Voilà. Et ça passe dans le plus grand des calmes, sans que le journaliste soit offusqué par ce qu'il a entendu, en l'occurrence Jean-Marc Morandini. Voilà. T'as raison de dire que les journalistes aussi sont restembles de ça. C'est qu'à un moment donné, ils laissent passer trop de choses, voire ils prennent parti, ils donnent leurs avis, ils donnent leur avis. Et toi, en tant que journaliste, à un moment donné, c'est pas ce qu'on te demande. C'est ça. Allez, dans un instant, le quiz, il sera en direct sur Facebook pour celles et ceux qui veulent voir Assia, notamment. Christophe Le Grand Forum pour vous connecter. Et Nabil aussi, pour les fans. Ceux qui veulent me voir aussi, voilà, on sait jamais. Bon, Nabil Sama et Assia Meda vont s'affronter dans un instant pour le quiz et pour terminer cette émission de ce jeudi. Merci d'être avec nous et en direct. On fait pas semblant, on triche pas. C'est en direct, évidemment, tous les jours 16h18. Le LGF, merci d'être avec nous. Il nous reste à peu près 9 minutes. Voilà, vous pourrez nous appeler évidemment pour nous faire part de ce que vous avez entendu dans cette émission, si on a le temps, des choses qui vous ont déplu, peut-être venir contre-argumenter sur ce qu'a dit Assia ou Nabil, ou ce que vous avez entendu de la part d'auditeurs. 01 40 33 9000. Pour l'heure, direction Facebook Live en direct et en vidéo pour pas avoir de problème. C'est la VAR, comme ça il n'y a pas de problème, il n'y a pas de match truqué, il n'y a pas de... Voilà. Ici l'arbitre c'est moi, on y va, c'est parti avec le quiz. Le quiz qui oppose aujourd'hui Assia Meda à Nabil Sama. Attention, première question. Qu'est-ce qui est instauré en France en 1868 en rapport avec la presse? C'est ça. Non. Non, c'est l'indépendance, l'indépendance des médias. Des médias, c'est ça? J'accepte la réponse, c'est la liberté de la presse. Oui, la liberté. Voilà. Nabil Sama, premier point. Deuxième question. Le ministre des Affaires étrangères de quel pays était à Alger ce mardi? Quel ministre? Turquie. Non. Le ministre des Affaires étrangères Russe est une bonne réponse. Lavrov, qui a été à Alger ce mardi. Il est parti d'ailleurs à Oman aujourd'hui. Ça, c'est mauvais pour nous, ça. Un partout. On est en 2000. La population de quel pays, grand pays, atteint officiellement la barre des 1 milliard d'habitants? Chine. Non. Brésil. Non. L'Inde. L'Inde est une bonne réponse. 2-1 pour Nabil Sama. Le match est très serré. Quel chanteur atteint d'un cancer au poumon? Pagny. Florent Pagny. Je l'ai dit avant. A donné de ses nouvelles avant-hier soir. J'ai dit, j'étais pas Papa Pagny. Dans une vidéo, effectivement. Alors pourquoi il a donné ces nouvelles? C'est triste. C'est parce qu'en fait, il va apparaître ce samedi dans la finale de The Voice. Voici ce qu'il disait dans cette vidéo très courte, Florent Pagny. Je vais vous donner un peu de mes nouvelles. Vous avez remarqué que j'étais pas très réseaux sociaux, donc je vous ai pas imposé une série Netflix sur mon traitement et mon histoire, mais bon, maintenant qu'elle est bientôt derrière moi, puisqu'il ne me reste plus qu'une chimio, je peux vous dire que je vais très bien. Alors oui, j'ai un peu changé de look, un peu obligatoirement, puisque c'est le traitement qui veut ça, mais ça va, je vais m'y faire et ça va passer. Le protocole a plutôt bien marché, puisque dès les 2 premières chimios, immunothérapie, ma tumeur qui était grosse comme un kiwi s'est transformée en une noisette. Donc tout de suite derrière, on a envoyé du lourd avec la radiothérapie et les chimios plus intensives. Quand tout ça sera un peu résorbé, on pourra savoir un peu plus les résultats, mais on a très confiance. Bah oui, ça s'est très bien passé parce que j'ai été très bien accompagné médicalement, j'étais très bien accompagné par ma moitié, mes enfants. Et puis il y a eu ce phénomène de synchronicité avec ces milliers de messages et de témoignages d'amour, de soutien, de bonnes ondes. Je pense que ça aussi, ça a contribué à me permettre de passer cette histoire de cette manière. Alors, je vais finir les The Voice, je vais finir la chimio. Ensuite, j'irai me renforcer, me remplumer. Et puis, si tout se passe bien, on se retrouve l'année prochaine pour terminer ce que j'ai commencé. Donc, ça s'appellera la tournée des 61. Donc, merci encore pour tout ce que vous m'avez envoyé. Et puis, on se retrouve très vite. Bravo l'artiste, bravo Florent Pagny, qui nous souhaite un prompt rétablissement évidemment, et vous pourrez effectivement le voir dans The Voice. Ça sera donc samedi soir pour le dernier
Prime, la finale. Voilà. Alors là, on a égalité parfaite, hein, je crois. Hein, on est d'accord. 4 questions, 2 partout. Voici la 5e. 2010. Quel chef du parti conservateur anglais devient Premier ministre? Blair, non, c'est pas Non, Blair. non, c'est le blond, là. Comment il s'appelle, là, celui qui a demandé la sortie de l'Union Européenne Boris Johnson. Non, c'est pas Boris Johnson, c'est celui juste avant. Ah, oui. Ah oui, non, je l'ai pas en tête. Hein. David, de son prénom. Ah, je suis nul. David. Moi, David Cameron. David Cameron. Ah ouais. Mais oui. 6e question. Soupçon de prise illégale d'intérêt. Un procès est requis contre quel ministre? Il y a tellement des ministres corrompus, de toute façon. On a cité tout à l'heure. C'est sous quel mandat? C'est là, actuel. Avec ministre actuel. D'intérêt. Ça a été une annonce d'ailleurs faite par le ministère public de la Cour de justice de la République. Oui, c'est l'actuel ministre de la Justice. Oui. Oui. Et ben c'est mon ancien patron en plus, c'est l'avocat, c'est le ténor. Putain, moi j'ai des problèmes avec les noms. Oui, c'est pas. Dupond-Moretti. Dupond-Moretti est une bonne réponse. Mais c'est Lily qui l'a soufflé, donc le point je le donne à Lily. Non, il n'y a pas de point à Lily, c'est toi là. Attention, dernière question. C'est mon ancien patron en plus. Je cherche un musicien et chanteur jamaïcain. Bob Marley. Mort en 1981. Bob Marley. Et en plus de ça, il y a 4 jours, j'ai été à Élysée-Montmartre voir le groupe Steel Pulse, voilà. Qui est des membres des Wailers. Victoire aujourd'hui dans ce quiz de notre ami Nabil Sama. Bravo. Merci à mes nombreux soutiens. Alors justement, puisque tu parles ainsi, demain tu seras membre de jury. Oui, alors voilà. Où? Au Théâtre Marigny, m'a-t-on dit. Théâtre Marigny, tout. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Alors... J'en déchire ma feuille. Alors, au Théâtre Marigny, il y aura une remise de prix pour des apprentis, voilà. Donc, c'est Apprenti Scène, ça fait 20 ans que ça existe. Et il y a 20 ans, sachez-le que j'étais apprenti en maçonnerie. Je commençais, j'avais 16 ans. Ah ouais? Oui. Tu faisais le carrelage? Je faisais le carrelage, tout à fait. Avec la trouelle? C'est ça, et la brouette. Ah ouais? Et donc, voilà, 20 ans plus tard, je me retrouve voilà, avec mon parcours qui est le mien. Et voilà, donc 20 ans plus tard, je me retrouve membre de la présidence du jury de ce festival qui honore des jeunes apprentis. Alors, l'action d'apprentis en scène, ce sont des professionnels reconnus du monde du spectacle et de l'audiovisuel qui parrainent des jeunes apprentis à avoir un meilleur positionnement dans leur entreprise, une meilleure insertion dans le monde professionnel à travers des ateliers autour de la prise de position, de voix, de l'acting. Et donc là, ce festival qui sera ce vendredi au Théâtre Marigny à partir de 19h15, c'est une représentation des différentes scénettes ou des différentes scènes qu'auront à proposer ces jeunes. Voilà. Eh ben, rendez-vous demain au Théâtre Marigny, mon cher Nabil, et bonne chance et bon courage pour cette petite cérémonie demain soir. Merci mon Christophe. On attendra la semaine prochaine, Asia, pour ta décision finale. Écoute, oui, mardi. Sia, très bien. Sia, député. Sia, député. Sia, député. Voilà, rendez-vous mardi pour la réponse en tout cas. Merci à tous les deux d'être venus assister à cette émission. Merci beaucoup Asia Meda, merci Nabil Sama. Rendez-vous demain pour la dernière de la semaine entre 16h et 18h sur France Maghreb 2. Merci à Nadège. Et je rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux du LGF, le Grand Forum FM2 sur Instagram, sur Twitter et Christophe le Grand Forum, c'est sur Facebook les amis. Dans un instant, restez bien fidèles évidemment et comme d'habitude à France Maghreb 2 puisque c'est l'ami Medjed qui arrive pour reprendre la relève, pour un petit peu de détente. Ce soir notre ami Fauzi sera là à partir de 20h, il sera d'ailleurs mon invité demain pour un événement là aussi le concernant du côté d'Aulnay demain soir à 18h15. Il sera avec nous demain dans le LGF. Fauzi que vous retrouverez donc ce soir à 20h dans Il y a des soirs comme ça, et notre ami Youssef Hachmaïl à 22h. Voilà le programme complet, salut à tous, rendez-vous demain, il est 18h et vous êtes bien sur France Maghreb 2 et vous avez raison d'y rester.